pour ce webinaire, ce premier webinaire sur ce sujet, transition écologique et qualité de vie au travail dans l'aide à la personne à domicile. Donc, j'ai repris le visuel, comme vous pouvez le voir, donc sur ces 3 webinaires, un cycle de 3 webinaires qu'on va lancer, qu'on lance du coup aujourd'hui. C'est un projet donc, porté par Gérontopole et qui bénéficie du soutien de la Réunion Nouvelle-Aquitaine, qui ne pouvait pas être avec nous pour introduire ce webinaire, mais qui seront avec nous le 30 juin prochain. Le fonds de dotation ANPF, Action Solidarité Intergénérationnelle, et un projet qui bénéficie vraiment du soutien en ressources humaines et qu'elle s'en soit largement remerciée ici, Sandrine Paradis de la CARSAT Aquitaine et Fanny Joandé et Virginie Penaud de l'ARAC Nouvelle-Aquitaine. Leurs 2 organisations voilà, ont accepté de consacrer du temps en ressources humaines sur nos projets. Et un peu plus du côté de la CARSAT Aquitaine, mais Sandrine vous en parlera en temps et en heure. Donc voilà, c'est un projet, on est ravis de vous le présenter aujourd'hui, avec autour de la présentation des enjeux de la transition écologique dans l'aide à la personne à domicile, des impacts du dérèglement environnemental sur les personnes âgées, les professionnels, les métiers. Et puis, ce sera l'occasion pour nous de vous présenter la synthèse de l'enquête qu'on a lancée sur ce sujet transition écologique et qualité de vie au travail, et de vous présenter ce projet plus globalement. Et puis, on a la chance, et je suis désolée, Catherine, je ne vous ai pas marqué, je ne vous ai pas changé à cet endroit-là, mais d'avoir donc 2 SAD qui acceptent d'intervenir, l'Association familiale de la Charente avec Isabelle Bob et Catherine Martin, auxiliaire de vie et co-ambassadrice, et Patrick Zaning de Accès au Gradignan. Donc, pour pouvoir faire intervenir tout le monde, je continue directement sur ce contexte. Qu'est-ce qui a finalement un peu prévalu à la mise en place de ce projet-là? Pour beaucoup, vous savez, on avait porté ce programme IMANO de soutien à l'innovation managériale dans l'aide à domicile. Et donc, on a conscience en fait des problématiques du secteur du domicile avec ces tensions au niveau du recrutement qui invitent finalement à se concentrer beaucoup sur cette question de la fidélisation du personnel, de l'attractivité des métiers. C'est un secteur qui est aussi très contraint financièrement, donc souvent avec peu de marge de manœuvre pour investiguer de nouveaux sujets. Et puis, c'est un secteur qui connaît en fait les plus forts taux de sinistralité et donc une vraie préoccupation sur l'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail dans les services du domicile. Et là, ça va être la partie un peu moins marrante et en même temps, voilà, il y a aujourd'hui un dérèglement environnemental qui a lieu. Et donc, vous voyez, il y a moins 20 000 ans, où on était à l'époque glaciaire, hein, je vous ai repris ces slides qui viennent de l'association Transition Limousine et qui aiment à justement diffuser et communiquer sur le dérèglement environnemental. Alors, certes, à l'échelle du Limousin, mais là, vous voyez, on est à l'échelle de l'Europe. On voit que voilà, à l'époque glaciaire, ça allait jusqu'à Berlin, ça allait sur le nord de l'Angleterre. Et donc, je vous propose en fait de répondre à ce petit quiz. Donc, vous avez à prendre vos téléphones, à scanner ce QR code et à nous dire justement, selon vous, quel est le nombre de degrés d'écart entre il y a moins 20 000 ans, cette époque glaciaire, et aujourd'hui. À votre avis, la température à l'échelle mondiale, elle a évolué de combien de degrés selon vous? Et puis après, je vais vous révéler l'écart de température entre il y a moins 20 000 ans, cette période glaciaire, et aujourd'hui, avec les températures que vous connaissez. Alors, s'il n'y a pas de réponse en plus, je vais vous révéler le résultat. Entre l'époque glaciaire et aujourd'hui, il n'y a que 5 degrés d'écart. Je le redis, il n'y a que 5 degrés d'écart. Et aujourd'hui, quand on regarde, et j'ai pris aujourd'hui, hein, j'ai été sur ce site-là, si vous voulez scanner un autre QR code, vous aurez à la température du jour l'écart avec les températures moyennes entre 71 et 2000. Aujourd'hui, la température d'aujourd'hui, c'est plus 2,7 degrés que les moyennes saisonnières. Et voilà, depuis un an, on a 273 journées qui ont été plus chaudes que la moyenne des températures entre 71 et 2000. Donc c'est juste voilà, assez clair et net que le dérèglement environnemental, il est bien présent, qu'il y a un réchauffement de la planète. À l'échelle mondiale, on est à plus 1,2 degré d'évolution de la température entre 1850-1900 et aujourd'hui. À l'échelle de la France, on est à 1,8 degré d'évolution. Et quand on dit que l'objectif mondial, c'est de maintenir à 1,5 degré, c'est que vous voyez qu'il n'y a que 5 degrés d'écart entre la période glaciaire et aujourd'hui. Donc, vous imaginez avec 2 degrés, 4 degrés, 5 degrés, ce que ça peut nous faire craindre en termes d'évolution sur les températures à l'échelle mondiale.
Alors, effectivement, quelques rappels complémentaires. Forcément, on n'a jamais eu autant de concentration de dioxyde de carbone depuis 3 millions d'années. On a une augmentation du niveau des mers, la surface de la banquise arctique qui se réduit comme jamais depuis au moins 1000 ans, un recul des glaciers sans précédent. L'enjeu pour nous, c'est pas d'arriver en se disant que tout est fichu, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qu'on en fait? Et ce qui est certain, c'est que ce n'est pas le secteur de l'aide et du soin à domicile qui doit le plus évoluer. Et en même temps, face à ce dérèglement environnemental, on a 3 stratégies à regarder, hein, mais comme dans tous ces secteurs. On a d'abord un enjeu d'atténuation, et on va en reparler juste après, d'adaptation. Et je pense que c'est vraiment là le cœur de notre sujet. Et c'est vers ça qu'on veut tendre, parce que loin de nous l'idée de faire culpabiliser ce secteur social de l'aide et du soin aux personnes. Et puis d'anticipation pour justement se dire qu'est-ce qu'on fait face à ces réalités-là dans les années à venir. Donc, par rapport à l'impact du secteur de l'autonomie, effectivement, en fait, et tout à l'heure, on en discutait, le secteur de la santé, c'est 8% des émissions de la France. Le secteur d'autonomie, c'est-à-dire PA-PH, on est seulement à 1,5% des émissions de la France d'empreintes carbone sont liées au secteur de l'autonomie. Et seulement 13% proviennent des services à domicile. Et donc, vous voyez, le Shift Project, c'est une structure, une association nationale qui entreprend de proposer un plan de transformation de l'économie de la France et qui vient interroger secteur par secteur les différentes consommations et empreintes carbone de ces différents secteurs. Il l'a fait à l'échelle donc de la santé et du secteur de la santé et plus finement à l'échelle du secteur de l'autonomie. Voilà les premiers éléments qui peuvent exister. Avec notamment un quart qui provient des déplacements, un quart de la consommation d'énergie des bâtiments, un quart de l'alimentation et un quart sur tout ce qui va être bâtiments, soins, déchets et linge et immobilisation. Et on voit que voilà, pour les services à domicile, l'enjeu des déplacements est le plus fort, c'est plus de 50% des émissions du secteur des services à domicile. Donc ça, c'est l'enjeu d'atténuation. Mais je vous l'ai dit, on est à 1,5% des émissions de la France, avec l'impact que ça peut avoir sur la biodiversité aussi, au-delà de l'empreinte carbone, sur la qualité de l'eau et la qualité de l'air. Le Shift Project a aussi essayé d'identifier comment est-ce que dans les années à venir, sur quoi on peut gagner et on peut diminuer cette empreinte carbone. Donc, ils ont fait ce travail prospectif avec cet objectif en 2050 d'arriver à 2 tonnes d'empreinte carbone. Globalement, il faut aussi prévoir le vieillissement de la population qui est accueillie, hein, qui va générer, si on reste comme on est en 2022, une hausse de 2,2 millions de tonnes donc, de CO2, d'équivalent CO2. Donc, on monterait à 12 millions de tonnes si on ne change pas. Et donc, vous voyez, chacun des secteurs peut faire sa part. Ça ne suffira pas complètement non plus pour arriver aux 2 tonnes. Mais les services à domicile, il y a une petite part qui est sur laquelle on peut jouer. Ça reste pas énorme. Et en plus, comme on dit, avec la mission sociale que vous avez, il nous paraissait prépondérant de se dire comment est-ce qu'on peut s'adapter, comment ce secteur peut vraiment s'adapter à ce dérèglement environnemental qui est déjà présent aujourd'hui, avec ces inondations qui arrivent, ces canicules, ce manque d'eau, j'ai pas marqué ces incendies, la pollution de l'air, et qui vont avoir un impact sur les bénéficiaires, on va en reparler tout à l'heure avec la CARSAT et la RACT, sur les professionnels et sur les organisations. Donc, notre objectif vraiment autour de ce projet, c'est vraiment de mettre en visibilité ces impacts-là pour vous permettre justement d'anticiper et d'anticiper aussi l'impact que ça va avoir sur la raréfaction de certaines ressources disponibles, à la fois en énergie, vous l'avez évoqué, on en reparlera sur les carburants, sur les médicaments également, les tensions liées aux conditions de travail avec la problématique d'attractivité que vous connaissez déjà, et puis cette croissance démographique qui accentue la demande et qui nous invite à se dire qu'il faut agir dès maintenant pour anticiper ces conséquences. Alors pour aller plus finement sur ce sujet-là, je vous l'ai dit dès le départ, c'est un projet qu'on a vraiment porté avec le soutien très fort de la CARSAT Aquitaine et de la RACT. Et donc je vais les laisser vous présenter justement les impacts de ce dérèglement environnemental sur les personnes âgées, les organisations et les métiers. Sandrine, je crois que c'est à toi. Oui, bonjour à tous, merci. Alors effectivement, on va faire un petit peu une synthèse du rapport de l'ANSES qui est sorti en 2018 sur l'impact du changement climatique sur les salariés et les travailleurs. Et ce qu'il faut vraiment retenir par rapport à ça, il y a 4 grands blocs vraiment importants qu'il faut prendre en compte. D'une part, la question de
de la chaleur, hein, puisqu'on a vu que les données que tu as données sur la France, mais si on revient au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, on aura des augmentations en moyenne, hein, de 1,4 à 1,8 degrés selon les départements, sachant que les départements les plus continentaux, je pense Limoges, la Corrèze, etc., seront les plus impactés. On aura aussi un impact au niveau de la pluviométrie, hein, puisqu'on aura d'une part des sécheresses d'un côté. Voilà. Du coup, ces conditions vont vraiment impacter les salariés. D'ailleurs, dès aujourd'hui, hein, les salariés de l'aide à domicile, 50% d'entre eux déclarent déjà que la chaleur impacte leur travail dès qu'on atteint les 24 degrés. Donc, on les a déjà eu cette semaine. Voilà. Et globalement, les salariés vont être vraiment impactés par cette problématique. On aura des aléas climatiques dont l'intensité et la fréquence vont être plus fortes. On ne sait pas exactement quoi, mais nous, on est vraiment impactés sur les feux de forêt en région Nouvelle-Aquitaine, les inondations, les crues et la question des submersions également. Et ça va impacter bien évidemment les conditions d'activité, les conditions de circulation, le stress qui vont être générés au niveau des salariés. Et notamment, ça va aussi générer des risques biologiques et chimiques. On a vu l'environnement va changer. On avait des espèces invasives, qu'elles soient animales ou végétales. Pour exemple, le moustique tigre, hein, j'ai pris avec la maladie vectorielle de la dengue ou de chikungunya, qui sont déjà une actualité dans notre région. Les pollutions atmosphériques vont générer aussi des allergies. Juste pour mémoire, les particules fines, hein, c'est plus de 3300 décès au niveau annoncé, quoi, au niveau de la région. Alors, au niveau de l'impact des différentes personnes, si on reprend pour les individus, très concrètement, l'impact sur la santé. Alors voilà, je vais vous partager en fait une carte mentale que j'ai réalisée sur le sujet. Et on va déjà aller sur la question au niveau, vous voyez, on va regarder l'impact sur les individus, sur le travail et son organisation, sur comment vont évoluer potentiellement les métiers liés à ces changements climatiques et puis environnementaux et les facteurs aggravants liés en fonction des différentes catégories. Alors, on avance, s'il te plaît. Je gère le PowerPoint. Voilà. Alors, au niveau des individus, ce que je vous ai dit, vraiment, c'est la question de la chaleur qui va se poser assez rapidement et c'est un impact fort sur la santé des salariés, avec notamment la question, et des personnes âgées, hein, bien évidemment. C'est avec le stress thermique. On peut aussi avoir des coups de chaleur à partir de quand le corps ne peut plus réguler et qu'il a atteint plus de 40 degrés. Là, on a des impacts potentiellement mortels. Mais avant, on a essentiellement de la fatigue, des pertes de concentration, ce qui va générer aussi des difficultés pour réaliser les activités de travail. On constate des augmentations des accidents du travail sur ces périodes-là. Déjà l'an dernier, nous, on a eu quelques malaises et accidents mortels directement liés aux questions climatiques et à la chaleur. Ça va impacter aussi parce qu'on est plus fatigué, on a du mal à gérer aussi, on a ses capacités cognitives qui diminuent, donc on est plus nerveux, on a l'humeur, donc du coup on va avoir aussi des tensions qui vont s'accroître au niveau des relations du travail. La question de l'éco-anxiété aujourd'hui aussi liée aux conditions climatiques, elle est déjà présente chez les jeunes et les moins jeunes, et donc c'est une des problématiques qui est importante chez les salariés. Il faudra aussi le gérer dans l'entreprise quand on aborde ces questions-là. On aura des conflits éthiques, là, vous l'avez vu dans les plans de continuité d'activité quand vous les faites, c'est aussi, mais quelle personne je vais privilégier? Et on sait aussi, malheureusement, avec la question du Covid, on a vu qu'il y a eu un impact si on va pas voir, si on a délaissé parce qu'on devait faire face à l'urgence, certaines personnes qui sont allées dans une dépendance plus importante. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ça bouge. Et donc, du coup, on sent bien qu'au niveau du travail, il y aura aussi un impact. D'une part, parce qu'il va falloir se réorganiser, il va falloir faire face à ces aléas climatiques, à ces changements qui sont parfois imprévisibles. Ça va augmenter la charge de travail, son intensité. On va aussi être obligé de re-questionner le travail. Ça aura un impact sur la qualité du travail, on l'a dit. On va être peut-être des fois en mode dégradé au niveau de ce travail. Surcharge cognitive, c'est-à-dire qui va augmenter. C'est-à-dire que tout ce qui est travail, qui demande de l'attention, les tâches complexes vont être beaucoup plus difficiles à exécuter. Et puis, vont arriver de nouvelles contraintes, juste pour information, qui peuvent être réglementaires, mais aussi parce que la préfecture va prendre des mesures, etc. Là, juste vient de sortir le 27 mai un décret sur la prévention, notamment sur les risques chaleur. Donc, il faudra aussi être vigilant sur ce qui va arriver. Au niveau ça va impacter aussi le travail, puisqu'on va avoir des nouvelles organisations qui vont se mettre en place, et on devra gérer, mais vous le savez le faire déjà, l'imprévisibilité. Il y a une faute d'orthographe. Une imprévisibilité au niveau du travail, puisque ces conditions, voilà, il y a des orages qui arrivent, on a l'alerte météo qui change entre le 14h et le 18h, qu'est-ce que ça va impacter? Les rythmes de travail aussi vont être impactés, comment on va s'organiser. Alors vous avez déjà des plages horaires qui sont importantes, mais ça peut impacter aussi
les salariés qui sont sur la question administrative, est-ce qu'elles vont venir travailler plus tôt, voilà, comment on aménage ses horaires. On va aussi potentiellement être interrogé sur l'aménagement des espaces de travail, comment on va essayer de résister au mieux à ces vagues de chaleur ou essayer de s'isoler si on a des risques d'inondation, si on est installé aujourd'hui sur ce secteur. On va venir sur la question juste après des métiers. Alors là, ça va peut-être renvoyer se questionner. Est-ce qu'on a besoin de nouveaux savoir-faire face à ces situations-là? Est-ce que pour gérer, donc peut-être comment on a dit, on a une économie de moyens. Est-ce que on va être peut-être amené à, sur le portage de repas, on a parlé tout à l'heure, il y a des nouvelles contraintes pour ne plus utiliser des matières plastiques. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser nous? Enfin voilà, qu'est-ce qu'on réutilise différemment? Comment on fait de l'économie circulaire? Enfin voilà, toute la question de la sobriété. Et est-ce qu'il y a des personnes au niveau des organisations qui sont capables de nous accompagner sur ces questions au niveau des structures? On va re-questionner l'emploi. Peut-être que des salariés, notamment, est-ce qu'on va être obligé de faire d'autres activités, des activités nouvelles, et qui dans les structures ou quelles nouvelles compétences on aura besoin par rapport à ces nouvelles activités, et aussi la question de peut-être de se réorganiser différemment. C'est vrai que ça va être vraiment une question de territoire. Il n'y a pas une réponse unanime. Selon qu'on est sur la côte ou qu'on est plus dans les terres, on n'aura pas le même niveau d'exposition et de problématiques dans la région. Même les profils des territoires sont différents, donc on va faire différemment. Et alors, c'est vrai qu'il y a quand même des facteurs aggravants de ces situations. D'une part, l'état de santé. On a vu donc les personnes âgées vont être fortement impactées par ces conditions et toutes les conséquences que ça a sur les individus dès qu'on a plus de 80 ans, mais aussi les salariés, les femmes enceintes potentiellement. Si on a des maladies chroniques, ça impacte plus fortement les risques au niveau des personnes. Si on exerce des activités à l'extérieur, on a aussi des risques liés au cancer, par exemple avec les UV, ou si on fait des efforts physiques, les gestes répétitifs sont des facteurs aggravants. Si on doit porter des équipements de protection individuelle pour se protéger des risques chimiques ou biologiques, voilà. Et au niveau de l'environnement personnel aussi des salariés, s'ils habitent sur des zones urbaines où il y a des îlots de chaleur, ils ne peuvent pas se reposer, donc du coup la récupération elle est plus difficile la nuit. Selon leur type d'habitation, on a vu, ils ont plutôt moins des appartements petits, ou le niveau de vie, niveau social des personnes. La question aussi du domicile, domicile peut impacter. Parce que si on a aussi en plus, avant de faire son travail, des kilomètres importants à faire, ça va aussi impacter ces conditions de globalement l'organisation personnelle et professionnelle des salariés. Donc voilà un petit peu le schéma en résumé, c'est la dernière slide, de ce qu'il faut avoir en tête sur les conséquences qu'auront le changement climatique sur les salariés, les personnes âgées, aux bénéficiaires, le travail, les conditions du travail et les métiers. Merci, merci beaucoup Sandrine, effectivement, pour ce panorama des impacts du changement climatique sur ces différents niveaux. Et donc, je vais laisser la RACT prendre la suite justement sur ce que ça a comme incidence en termes de risques et d'opportunités. Oui, merci Clotilde. Oui, donc Sandrine vous a présenté les effets du réchauffement climatique à différents niveaux, avec face à ces effets, comme l'a dit Clotilde tout à l'heure, il va y avoir des logiques d'action différentes, donc d'atténuation, d'adaptation, d'anticipation. Et de ces logiques, du coup, vont décliner des projets de transformation avec, du coup, nous, ce qu'on va pouvoir dire, en tout cas, c'est d'essayer de, dans ces projets de transformation, de vraiment remettre le travail au centre, et de montrer aussi qu'il s'agisse de s'adapter aux effets du changement climatique, de réduire son impact, de réduire l'impact de son activité sur l'environnement. Il va être notamment essentiel de pouvoir interroger ces transformations sous 4 angles complémentaires, donc que ce soit l'angle écologique, l'angle économique, l'angle sur la qualité du service, et sur l'angle aussi de la qualité de vie et des conditions de travail. Donc ces risques et ces opportunités, en fait, elles vont pas forcément être perçues. Pourquoi c'est important de les questionner, de les identifier? Parce qu'elles vont pas être perçues de la même manière selon la place qu'on occupe dans l'organisation, c'est-à-dire qu'en fonction de si on représente la direction, une fonction RH, une fonction support, un agent de terrain, on va pas forcément avoir le même regard, ni même les mêmes attentes, ni même le même niveau de connaissance. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir, à partir de ces projets de transformation, remettre le travail au centre, de prendre le temps d'objectiver les effets de ces projets de transition
pour notamment pouvoir instruire collectivement les compromis nécessaires. Donc, juste pour illustrer, donner un exemple un peu concret par rapport à ces risques opportunités, si on prend un exemple, donc dans le secteur de l'aide à domicile, une structure qui décide de remplacer ses produits ménagers classiques par des alternatives écologiques, donc notamment parfois le fait maison, entre guillemets. Sur le plan économique, certains y verront l'opportunité de produits moins coûteux. D'autres pourront identifier des risques par rapport au temps nécessaire pour pouvoir faire les préparations qu'on n'avait pas à faire avant. Sur la côté qualité de service, par exemple, il peut y avoir des aides à domicile qui vont valoriser du coup cette approche plus saine avec un impact effectivement écologique, un moindre impact écologique. Et d'autres, par exemple, ils pourraient identifier plutôt des risques dans le sens où on a l'impression de faire un travail de moins bonne qualité parce qu'on n'a pas les mêmes repères, le produit ne va pas mousser, ne va pas sentir la même odeur, on a l'impression que ça ne sent pas aussi bon, que du coup que ça nettoie moins bien. Si on prend la qualité de vie et les conditions de travail, certains, on peut identifier un effet dans le fait que ça va améliorer la santé au travail puisqu'on utilise des produits entre guillemets sains, des produits qui et aussi ça, parce que ça impacte le sens au travail et donc ça peut faire le lien avec le côté qualité de service parce qu'on a une atténuation de l'impact écologique. Et sur le plan écologique, alors ça peut paraître peut-être surprenant de se dire que d'un projet à visée écologique, on peut se retrouver aussi avec des risques sur le plan écologique. Alors pourquoi on remet aussi ce questionnement-là à ce niveau-là? C'est que là où effectivement on veut réduire les polluants et les expositions, et donc là c'est une opportunité, le risque, ça peut être, et en lien notamment avec la dimension qualité de service, se dire si effectivement j'ai l'impression que ça ne fait pas le même effet que les produits que j'utilise d'habitude, on peut se retrouver avec le risque que certains puissent ramener peut-être des produits de chez eux pour pouvoir aussi faire un travail de qualité. Voilà, donc on voit bien qu'il y a un projet va pouvoir générer des risques et des opportunités sur chacun des 4 niveaux. Et l'enjeu va être de pouvoir donc les identifier, ces risques et opportunités, d'en parler, de pouvoir les comprendre, pour pouvoir arriver à un compromis et de pouvoir réaliser des arbitrages. Et donc, dans ce contexte-là, ce qui va être important, c'est de pouvoir s'appuyer notamment sur le dialogue social et professionnel. Alors, non pas comme un simple cadre formel, mais en se disant que le dialogue social et professionnel, ça peut être vraiment un levier pour pouvoir construire des compromis qui soient éclairés et à partir du travail réel, des conditions de réalisation du travail. Voilà. Merci beaucoup, Fanny, pour cette présentation de ce qu'on appelle notre matrice, hein, une matrice des différentes dimensions justement sur lesquelles les décisions sont prises. Donc, merci pour cette présentation justement des risques et opportunités de ce projet de transition écologique. Avant de vous présenter le projet en tant que tel et les résultats de l'étude, on avait envie de donner la parole au réseau ADSNA, Agir durablement en santé en Nouvelle-Aquitaine. Monsieur Jourdain, président, merci d'être avec nous. Parce qu'il y a une vraie dynamique qui se met en place au niveau régional sur le secteur de la santé et on se dit que le domicile, il n'est peut-être pas concerné dès aujourd'hui par cette dynamique-là, mais l'objectif, c'est peut-être de prendre cet élan, cette dynamique et de faire du lien entre nos deux dynamiques. Donc, on vous laisse la parole pour nous présenter aussi ce projet-là. Bonjour à toutes et à tous. Donc, l'ADSNA est né en 2018. C'est le regroupement de professionnels de santé et d'établissements de santé et médico-sociaux qui souhaitaient se regrouper pour pouvoir porter ensemble des projets. Oui, l'ADSNA, c'est vraiment la mise en relation des acteurs en région Nouvelle-Aquitaine, tout ce qui tourne autour de la santé et de la transformation écologique. Alors, dans l'ADSNA, on construit des outils, on diffuse des méthodes, on regarde des fiches de bonnes pratiques, on les partage, on crée des outils. Donc, c'est vraiment un lieu d'échange, de pratique, d'expérience. On se rencontre et régulièrement, 1 ou 2 fois par an, il y a des journées de rencontres où tout le monde se retrouve pour échanger. Le but, c'est bien marqué ici, c'est bien vraiment de grandir ensemble. On a tous des informations, on a tous des projets. Comment on les partage et comment on grandit ensemble dans le cadre de la transformation écologique. Suivante. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir en Nouvelle-Aquitaine une feuille de route qui est portée par l'ARS. Vous la voyez ici, il y a 2 grandes orientations. Structurer la gouvernance régionale, comité de pilotage mis en place, et derrière, des outils thématiques, des thèmes précis. Aujourd'hui, il y a tout ce qui tourne autour de la décarbonation, qui est vraiment une action portée par l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Derrière, il y a tout ce qui est achat, tout ce qui est énergie, tout ce qui est alimentation.
Et derrière, il y a aussi la création d'une mission d'appui régionale pour accompagner les établissements en région dans la transformation écologique. Donc aujourd'hui, c'est la DSNA qui a été retenue par les RS pour porter cette mission d'appui. C'est un projet sur 3 ans. Le but, c'est d'accompagner la suivante. Le but, c'est d'accompagner les établissements sanitaires, médico-sociaux, mais tout type d'établissement qui souhaiterait se lancer dans la transformation écologique. Vous voyez ici, le rôle de la mission d'appui, c'est vraiment de créer une culture, créer un réseau complémentaire en région dont vous pouvez faire partie. C'est d'évaluer et faire remonter les besoins au niveau de la région. C'est favoriser les liens entre les acteurs de terrain et les politiques publiques. La RS souhaite savoir ce qui se passe en région et souhaite vraiment qu'on en fasse des fiches de bonne pratique et qu'on remonte les demandes. Et c'est d'encourager toutes les démarches visant à réduire nos impacts sur le changement climatique. Le but de la DSNA, informer, partager les solutions. C'est vraiment ce qui nous tient à cœur aujourd'hui au sein de l'association. Suivante. Aujourd'hui, nous avons dans la mission d'appui 3 axes importants. On doit accompagner les établissements de santé médico-sociaux dans tout ce qui est la décarbonation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour décarboner nos pratiques? Comment modifier nos pratiques? Comment on évalue nos pratiques en termes de décarbonation et d'empreinte carbone? Derrière, on doit diffuser l'écolabel d'hébergement. C'est-à-dire que si vous avez un hébergement avec les patients, comment vous pouvez vous engager dans une démarche d'écolabel et de certification. Donc, il va y avoir un outil qui va vous permettre d'estimer en ligne votre établissement et de voir si vous souhaitez être après par la suite labellisé par la FNOR. Derrière, on doit créer un observatoire régional des pratiques et de ce qui se passe en termes de décarbonation au niveau régional. Donc ça, c'est vraiment la mission d'appui que nous portons pour l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Notre rôle aujourd'hui, vraiment, créer des webinaires, porter le sujet auprès des établissements, webinaires thématiques, créer des fiches de bonne pratique, des fiches actions, c'est-à-dire quand on découvre une bonne pratique, comment on en fait une fiche et comment on la diffuse à tout le monde pour que tout le monde puisse s'en inspirer. Il y a des très bonnes pratiques en région, c'est comment on les remonte. Il y avait la semaine dernière la journée régionale de l'ARS sur la transformation écologique. Il y a eu plein d'exemples de données. Et puis derrière, c'est comment on fait des réunions générales d'information, comment on va sur le terrain pour accompagner l'établissement autour du référentiel. Notre rôle, c'est d'aller accompagner l'établissement pour qu'il passe à l'action. Et derrière, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura une plateforme en ligne d'autodiagnostic qui permettra aux établissements de se diagnostiquer, de faire un état des lieux pour voir s'ils sont proches ou pas proches d'être labellisés et d'avoir un label européen autour de l'écolabel d'hébergement. Vraiment des enjeux forts aujourd'hui que nous portons avec la mission d'appui. La dernière. Donc, pour vous. Pardon. Voilà, la dernière pour vous, toutes vos questions, tous vos sujets. Mission d'appui, adesena.fr, des numéros de téléphone. Il y a 2 salariés qui sont là pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à venir les questionner. Et l'enjeu pour nous, merci beaucoup Monsieur Jourdain, l'enjeu c'est vraiment de voyez, que le secteur du domicile puisse trouver sa place aussi et faire remonter des pratiques inspirantes aussi, parce que le secteur sanitaire et médico-social est largement soutenu par l'ANAP notamment, avec énormément d'outils qui sont mis en ligne. Là on voit pareil à l'échelle régionale Nouvelle-Aquitaine, on a cette mission d'appui vraiment qui cible le secteur sanitaire et médico-social. Et notre démarche, notre projet, on va en reparler, c'est vraiment de se dire comment faire en sorte que tout ce qui existe, qui est fléché établissement, puisse aussi venir inspirer le secteur du domicile, mais en partant bien des réalités du terrain du domicile et des spécificités du domicile. Donc, merci M. Jourdain pour cette présentation. Merci. À moi maintenant le rôle de vous présenter justement ce projet dont on vous parlait, avec cette finalité, cet enjeu triple, vraiment de permettre aux organisations de devenir résilientes par rapport à la survenue de ces événements extrêmes, de prendre soin du vivant, et on le disait, à la fois des personnes vulnérables que vous accompagnez. Justement, vous êtes des acteurs de la santé au sens large du terme, vous veillez à prendre soin d'être dans l'aide à la personne. Et donc, quand même, quand on réduit son empreinte carbone, on fait en sorte de moins aggraver l'impact sur les personnes vulnérables. Mais c'est aussi en mettant en place, justement, en prenant soin des salariés, en étant dans cette prévention des risques professionnels, qu'on va permettre d'assurer la continuité de service et donc de prendre soin et des professionnels et des bénéficiaires. Et derrière, on ose espérer que ça aura un impact sur l'attractivité en fait de ce secteur, de votre secteur, parce que on en reparlera un peu. Ça commence en fait à avoir des retours. Les jeunes générations s'intéressent beaucoup plus à justement à ces métiers verdissants, et donc comment nous aussi on prend le virage de la transition écologique. Notre finalité, c'était de se dire, on va vous inviter, structure du domicile, à considérer la transition écologique comme une donnée structurelle à intégrer dans vos réflexions stratégiques, et de se dire comment est-ce qu'on peut faire de la transition écologique un levier pour améliorer les conditions de travail aussi. Et donc, on a monté ce projet autour de ces différentes étapes.
l'appel à pratique inspirante, donc c'était de mai à juin avec ces webinaires aujourd'hui qui finalement vont vous présenter ces différentes pratiques en se disant en fait, les acteurs du domicile, vous avez déjà engagé un certain nombre de choses, vous ne partez pas de rien et donc célébrons déjà tous ces petits pas que vous avez mis en place de manière empirique, de manière très réfléchie, structurée, organisée. En fait, on voit bien que chacun a fait des choses et on va le voir juste après dans les retours de l'enquête, mais c'est déjà de le repérer, de le valoriser. Ensuite, on attend d'avoir quelques retours sur les financements pour voir dans quelle mesure on peut aller plus ou moins loin sur l'étude des risques en fait de ce dérèglement environnemental sur les personnes âgées, parce que on voit bien que les auxiliaires de vie ont besoin aussi d'avoir cet argumentaire-là aussi pour être embarqués et pour embarquer les bénéficiaires. Et la CARSAT Aquitaine a lancé tout dernièrement, et alors on en reparlera le 30 juin, un appel à prestataires pour réaliser des bilans d'ergonomes pour repérer l'impact du dérèglement climatique sur les pratiques des professionnels et la qualité de service dans vos services, et en fléchant spécifiquement la question de la mobilité, puisqu'elle ne pouvait pas s'intéresser à tous les sujets. Donc ça, c'est quelque chose qui va se faire pendant cet été. Et puis, on va donc lancer cet été un appel à candidature auprès des structures qui le souhaitent, être formées et accompagnées sur ce double enjeu, transition écologique et qualité de vie au travail dans le domicile, pour former à la fois vous en tant que dirigeant, mais aussi des équipes de la transformation écologique au sein de vos services, pour embarquer justement à chacun des niveaux de vos organisations, justement sur la compréhension de ces enjeux environnementaux et en intégrant vraiment cette question de la qualité de vie au travail. Et puis, l'ARACT avait mis en place un dispositif, l'accélérateur des possibles, dont on reparlera le 30 juin prochain, qui est vraiment un dispositif d'accompagnement collectif et individuel pour repérer comment finalement les projets de transformation écologique ont bien ce cadrage et cette réflexion sur la qualité de vie au travail, pour aller jusqu'à l'établissement de plans d'action, transition écologique et qualité de vie au travail. Et bien évidemment, à la fin, on aura des livrables pour justement favoriser l'essaimage de ce qu'on aura repéré comme pratique inspirante, et bien évidemment un événement de valorisation. Et on souhaite, dans la mesure du possible aussi, développer des supports ludopédagogiques pour faciliter finalement l'appropriation par les équipes de ce sujet-là, mais qui soient bien adaptés au domicile, qui partent bien de situations concrètes de professionnels de terrain. Et donc, tout notre enjeu, ça va être de co-construire avec les professionnels de terrain. Alors, hop, je vais couper votre son, Monsieur Jourdain. Hop. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment en fait de pouvoir justement soutenir et réaliser ces différents supports. Et donc, du coup, avant de repasser à l'enquête, est-ce que pour vous, c'est un sujet, bon, je vais peut-être passer à l'autre sujet, comment vous classez, selon vous, vous qui êtes présent, alors il faut que je change ma slide ici, comment est-ce que vous classez, attendez si j'y arrive, cette question des préoccupations, lesquelles sont les plus importantes chez vous? Je vais vous proposer une petite minute pour les classer, donc vous devez sur votre téléphone portable à nouveau, alors il faudrait peut-être que je récupère le QR code ici. Vous avez tous sur votre QR code normalement encore. Quelles sont les préoccupations les plus importantes? Vous pouvez les passer en 1, en 2, en 3, en 4. Comment est-ce que vous positionnez ça? On a bien conscience que ce n'est pas toujours évident comme sujet. Donc, est-ce que vous arrivez à les faire glisser pour qu'on repère un peu les résultats de ce qui vous paraît le plus important? Allez, je laisse une petite minute, le temps aussi que vous souffliez entre toutes ces interventions qui se succèdent. On veut tenir le délai et je me dis qu'il va falloir qu'on avance aussi. Alors, est-ce que vous arrivez à répondre? Vous pouvez, pour ceux qui sont arrivés plus tard, reprendre le QR code et puis scanner avec vos téléphones ce QR code pour avoir accès au questionnaire. Il faut maintenant que je retourne sur ce... C'est bon, du coup, tout le monde veut la récupérer? Alors, hop. Donc, on voit bien la question de l'attractivité. Hein. On a 9 réponses pour l'instant. C'est un des sujets importants. Mais la question du changement climatique remonte aussi avec aussi la question économique. Voilà. On sent que c'est équilibré. Je vous laisse continuer à y répondre. Nous, on va suivre les réponses qu'il peut y avoir. La question de l'attractivité est un sujet clé. Et nous, le pari qu'on fait, c'est aussi de se dire que s'intéresser au changement climatique peut aussi jouer en faveur de l'attractivité des métiers. Mais on a bien conscience qu'au niveau économique, c'est aussi important de ne pas déstabiliser et la sinistralité du secteur et la question économique. Donc, merci à tous ceux qui ont pu répondre, justement, de nous partager cette vision-là. Donc, à moi maintenant de vous présenter rapidement la synthèse de l'enquête, où vous nous avez fait remonter justement un certain nombre d'éléments.
Alors, on a voulu viser le secteur de l'hospitalisation à domicile, des SIAD, de l'aide à domicile et du portage de repas à domicile. Mais on a quand même un réseau qui est fortement constitué depuis des années par les services d'aide à domicile. Donc, c'est vous qui avez le plus répondu à cette enquête-là. Donc, dans les 70 réponses exploitables, on en avait voilà, près de 84% de services d'aide à domicile et surtout des services prestataires. Assez fidèle, en fait, enfin, c'est même très fidèle quand on comparait avec les données de l'ORS, l'Observatoire régional de la santé, il y a quelques années, avait déterminé le profil type des services d'aide à domicile de la région Nouvelle-Aquitaine. Et on avait globalement, à quelques chiffres près, là, il faudrait que je cherche mes notes, mais on était très proche de ces 42% de structures commerciales, 42 privées selon l'ORS, 38 associatifs, donc on est à peu de choses près, et 20% publics selon l'ORS. Donc on est vraiment très proche dans ces données chiffrées dans les gens qui ont répondu. Pareil au niveau des ETP, alors ils n'avaient pas la même catégorie que moi, mais on était vraiment très proches dans nos pourcentages. Donc 67% de structures qui ont moins de 50 salariés, 23% entre 50 et 200 et 10% plus de 200 salariés, avec une répartition assez un tiers dans le nombre de bénéficiaires auprès de qui vous intervenez. Donc voilà, avec des catégories de moins de 100 bénéficiaires, entre 100 et 300 et plus de 300 bénéficiaires. Et des interventions à 44% sur un territoire mixte, 27% en territoire majoritairement rural et 19% sur les territoires urbains de densité intermédiaire. Et puis effectivement, on a quand même 5% sur des territoires très denses. C'est important d'avoir ces données chiffrées en tête parce que forcément, la question ne se pose pas de la même manière, notamment je pense à la mobilité, quand on est en fonction des territoires. Et voilà, les départements sur lesquels on a eu le plus de réponses, c'est la Gironde, les Pyrénées-Atlantiques, la Haute-Vienne, ainsi que les Landes, Charente-Maritime et Vienne. Et puis voilà, on a différents départements malgré des relances des départements. J'ai eu plusieurs départements qui ont joué le jeu de bien diffuser, mais après, il n'y a pas autant de services d'aide à domicile sur chacun des territoires. Voilà, entre la Gironde, où il y a plus de 250 services, et en Creuse, alors je vais me tromper, mais on est à peut-être une trentaine maximum. Forcément, les proportions, là je vous parle en données quantitatives et pas en proportion. Bon, venons-en aux faits. On a 89% des services répondants qui n'ont pas mesuré encore leur empreinte environnementale. Ceux qui l'ont mis en place, j'en ai un ou deux qui l'ont vraiment mis en place par leurs propres moyens. Sinon, ça va être via les filiales ou via les structures nationales. Et pourtant, 72% révèlent avoir identifié ou déjà mis en place des pratiques d'atténuation. Et puis, quand on cherche finalement, en fait, je n'en ai que 5 structures qui n'ont déclaré aucune initiative mise en place, parce que certains m'avaient répondu n'en pas en avoir mis en place pour l'instant. Et lorsque, au travers de toutes les questions qu'on pose avec des questions assez précises sur la sectorisation, sur la mise en place de conseils sur l'alimentation, etc., en fait, on révélait avoir déjà mis en place des initiatives. Donc, sur 70 structures répondantes, seulement 5 n'ont rien mis en place. 48% disent n'avoir pas encore réfléchi à ce sujet-là et donc ont pris le temps de le faire au travers de ce questionnaire-là. Après, effectivement, on a conscience qu'il y a d'autres priorités plus urgentes qui sont repérées. Et puis, une difficulté quand même à mettre en place dans la structure ou de ne pas savoir comment faire. On espère que ce sera tout l'enjeu de ce projet, que de donner en fait de la matière aux acteurs pour se lancer dans ce projet, dans cette démarche-là. Vu que c'est une synthèse, je vais assez rapidement. En fait, forcément, le tri des déchets, c'est quelque chose de largement répandu, à la fois individuellement dans nos domiciles. Donc, 89% le mettent en place. Mais cette question de la limitation de l'impression et de la quantité de papier est aussi mise en place, avec notamment l'informatisation, la digitalisation des factures, des plannings, etc., qui se mettent en place de plus en plus. La sectorisation des tournées se met en place. Et alors, ce qui était très intéressant, c'est qu'en fait, cette sectorisation, elle est différente en fonction du statut juridique. C'est vraiment le secteur non lucratif qui a évoqué avoir le plus mis en place la sectorisation des tournées, là où le recours à une flotte de véhicules moins polluante a été davantage énoncé par des structures commerciales. Et on voit que c'est 56% qui l'ont évoqué. Baisse de la consommation énergétique, on en parle beaucoup quand même au niveau des médias, donc c'est quand même quelque chose qui est largement engagé. On a quand même 50%, donc une structure sur deux, qui évoque avoir recours à des entreprises locales pour l'approvisionnement en produits, en matériel, en équipements de protection individuelle notamment. Et puis la lutte contre le gaspillage alimentaire et toute la promotion en fait de comportements davantage éco-responsables, que ce soit sur les techniques éco-responsables, pour les produits respectueux de la santé, 47%.
mais aussi au niveau de l'alimentation, puisque à défaut en fait d'être dans la livraison de repas, il y a les conseils apportés aux bénéficiaires, et ben, il y a la promotion d'un approvisionnement au niveau local et de saison qui a été partagée par 40% des répondants. On a aussi posé la question, donc ça c'était plutôt sur ces pratiques d'atténuation. Sur l'arrivée, la survenue de ces événements extrêmes, on a aussi répondu, est-ce que c'est une réalité aujourd'hui? Et donc c'était intéressant pour nous de se dire, en fait, ce qui ressort le plus important, c'est bien ce coût des carburants qui est la plus forte hausse. C'est effectivement la dépendance finalement au coût de l'énergie décidée par des acteurs bien en dehors de notre petite région. C'est aussi les canicules, effectivement, ces vagues de chaleur extrêmes qui arrivent et qui s'augmentent, comme on le voyait tout à l'heure. Et ces contraintes environnementales qui arrivent et qui vont peser finalement aussi sur vos organisations et donc qui doivent être anticipées. Et donc, quelles conséquences ça a dans le quotidien très concret? Vous avez partagé, et pour plus de 20%, hein, je vous invite à regarder l'échelle, donc on n'est pas non plus sur un impact très fort aujourd'hui voilà, majeur. Et en même temps, on voit que ça commence et que c'est donc tout l'intérêt de s'y intéresser dès aujourd'hui. C'est le décalage de planning, c'est des nouvelles missions avec l'apport de l'eau, l'appel des différents bénéficiaires. C'est la hausse de charge de travail due à ces événements. Je pense aussi, voilà, le temps de trajet qui peut s'allonger aussi, vous l'avez évoqué en haut. Et puis, la nécessité de réorganiser les tournées qui est nécessaire. Et donc, fort de ça, vous nous avez fait remonter, alors là, on avait laissé plutôt des questions ouvertes, donc c'est pour ça qu'on n'a pas la même proportion de réponses, mais 17 structures ont donc nous ont partagé des pratiques d'adaptation mises en place au sein de leur structure. Là, c'était une question ouverte, contrairement à tout à l'heure où on avait quand même des questions fermées. Dans ces 17 structures, il y a eu notamment cette question de la priorisation des interventions, notamment pour se concentrer sur des activités de première nécessité. Je pense au moment des inondations, au moment du Covid aussi, où vous êtes recentré sur ces missions en fait vraiment d'aide à la vie quotidienne des personnes fragilisées. Et puis la diminution des interventions pénibles, qui a été citée donc par 5 et 4 structures, avec forcément du coup derrière la réorganisation des tournées. C'est aussi l'adaptation des conditions de travail des salariés. Plusieurs ont partagé la question des horaires d'intervention qui ont été adaptés, où certains se questionnent, on en parlera le 16 juin prochain, sur comment augmenter peut-être et commencer une demi-heure plus tôt, avec toute cette question finalement aussi du bien-être des bénéficiaires. La mise en place d'équipements de protection individuelle adaptés, et puis tout ce qui est le bien-être des salariés avec de l'eau, des bureaux climatisés et des conseils pour leur permettre d'adapter et d'améliorer leurs conditions de travail pendant ces moments extrêmes. Derrière, il y a aussi toute la question de la coordination institutionnelle mise en place, et notamment des plans de gestion de crise, qui pour certains datent de 1999, la grosse tempête qu'on avait eue, et qui avait déjà compliqué les déplacements d'un domicile à l'autre. Et finalement, un dirigeant me disait, mais aujourd'hui, je suis en train de le revoir pour intégrer dans ce plan de gestion des crises ces événements d'inondation qu'on a pu connaître, de vagues de chaleur et de tempêtes aussi ont partagé, et dernièrement aussi les orages. Comment est-ce qu'on fait en cas d'orage? Donc, c'est aussi des plans de gestion de crise qui se mettent en place, avec notamment reposant beaucoup sur la question de la communication et de la prévention des risques liés à la chaleur, pour communiquer et développer des attitudes de prévention, à la fois en direction des bénéficiaires, mais aussi en direction des salariés. Il y a des petits tips, comme on dit, des bonnes pratiques, en fait, c'est certains sur les réseaux sociaux se partagent les bons trajets pour contourner tel endroit inondé, pour se partager comment convaincre Madame Untel de fermer ses volets tôt le matin, lorsqu'on voit que ce n'est pas forcément des démarches qui sont usuelles chez certains. Donc, une fois qu'on a repéré tous ces éléments-là, on a été assez rassurés, enfin, heureusement surpris, ou en tout cas, c'était un peu une de nos intentions. On avait, dans notre questionnaire, proposé à plusieurs reprises des pistes de solutions, parce que certains me disaient, mais moi, je ne fais rien sur la transition écologique. Et puis, quand on proposait ces différentes solutions, vous avez été nombreux à dire, ah ben si, ça, je le fais, ah ben si, ça, je le fais. Donc, finalement, avoir déjà engagé un certain nombre d'actions. Et donc, dans toutes les initiatives proposées, à 365 reprises, 59 des 70 répondants ont dit « Ah, ben ça, c'est intéressant, mais je n'y avais pas pensé. » Et donc, c'était un peu l'intérêt de notre questionnaire que de vous mettre en lumière des initiatives que soit vous avez déjà mises en place et vous ne pensiez pas le faire en faveur de la transition écologique nécessairement, mais aussi en se disant « Tiens, c'est des exemples d'idées qui pourraient m'inspirer. » Et donc, vous avez, voilà, comme ça, évoqué la création de jardins partagés, la création de la formation des salariés à l'éco-conduite, la mise en place d'un compostage au niveau des structures, comme voilà, tout ça, des pratiques intéressantes auxquelles vous n'avez pas nécessairement pensé.
Tout ce qui est la promotion d'approvisionnements locaux et de saison ou de recettes moins carnées. Donc là, on est sur un tiers des 59 des 110 répondants. La réduction de la quantité d'eau, la promotion de la mobilité douce aussi. Et puis, des idées aussi comme le choix de matériaux de seconde main ou la limitation de produits à usage unique et le recyclage des matériaux et produits usagés. Et puis ensuite, tout ce qui est la formation des bénéficiaires au travers d'ateliers. 21% ont partagé ces idées comme inspirantes. Alors, avec la CARSAT et la RACT, on a regardé aussi les impacts sur la QVCT que vous avez pu nous faire remonter. Et vous avez identifié que ces mobilités douces, par exemple, fatigue et stress liés au déplacement sont diminués. Donc, on voit que les risques au travail sont diminués grâce à certaines de vos actions, avec aussi la moindre manipulation d'affranchissement. C'est des impacts positifs sur la santé au travail, avec notamment la réduction de l'exposition à certains irritants ou des équipements plus adaptés et plus confortables. C'est des impacts positifs sur l'organisation du travail avec des tournées optimisées, des trajets donc optimisés, des plannings qui permettent une meilleure conciliation vie familiale, vie professionnelle. Certains, trois d'entre vous, ont cité aussi l'intérêt sur l'attractivité et la fidélisation des professionnels, sur la reconnaissance que ça peut apporter, le renforcement du sentiment d'appartenance et l'apport de sérénité et de sens. C'est aussi cette prise de conscience environnementale et professionnelle qui s'est répandue au sein de vos structures. Et puis, deux d'entre vous ont cité l'intérêt que ça a eu comme sujet à aborder sur la question du dialogue social et sur les bénéficiaires. Et enfin, en termes de freins, on s'est dit quand même, et vous l'avez fait remonter à plusieurs reprises, que les contraintes budgétaires ne permettaient pas toujours de mettre en œuvre ces intentions, notamment la flotte de véhicules, il faut l'investissement de départ, l'approvisionnement auprès de fournisseurs locaux qui ont des coûts plus élevés que lorsque ça vient de Chine, malheureusement. Il faut des infrastructures aussi pour mettre en place de l'électrique. Donc, comment est-ce qu'on fait en sorte, lorsqu'il n'y a pas des recharges de véhicules électriques partout sur les territoires ruraux, pour impulser cette dynamique-là? Et le fait que lorsqu'on intervient à domicile chez les bénéficiaires, c'est eux qui décident des produits qu'on utilise, c'est eux qui décident de l'alimentation qu'ils mettent dans leur frigidaire. Et donc, vous êtes aussi contraints par ces choix-là. On a soulevé quand même des premiers risques qu'il faudra confronter à vos réalités au fur et à mesure. C'est cette question de la continuité et de la qualité de service. Et effectivement, on a des supports dématérialisés. On a une structure qui a quand même dit, mais moi, je propose aux bénéficiaires, s'ils le souhaitent, de maintenir en fait l'envoi papier. Donc, en se rendant compte que pour certains, c'est quand même plus favorable. Et certains ont dit, mais moi, j'ai réduit mon amplitude horaire pour réduire mon empreinte au niveau du chauffage, par exemple, au niveau de l'électricité. Et donc, on se dit, tiens, est-ce que c'était jusqu'à maintenant apprécié par les bénéficiaires ou pas? Et puis, on s'est aussi posé la question des risques au niveau professionnel. Est-ce que, voilà, au nom de la transition écologique, on va regarder les kilomètres, on va regarder la température dans les bureaux, etc. Comment c'est vécu au niveau des salariés en termes de contrôle éventuel? Donc, c'est des questions qu'on a aussi envie de soulever pour vraiment, comme le disait tout à l'heure Fanny, être complètement engagé sur cette démarche de transition écologique et de voir où on met le curseur par rapport à ces différentes dimensions. Je vais passer les questions parce qu'il me reste 5 toutes petites minutes pour donner la parole à Catherine Martin. Je suis désolée de ce rythme infernal, mais vous connaissez le secteur de l'aide à domicile avec effectivement des contraintes à respecter. Et donc, j'aurais aimé donner la parole d'abord à Isabelle pour qu'elle vous présente la dynamique mise en place au sein de l'association familiale de la Charente. Mais Catherine a encore 5 minutes seulement à nous consacrer. Et donc, Catherine Martin, elle est ambassadrice. Elle est éco-ambassadrice dans le secteur de Cognac, donc auxiliaire de vie, à l'association familiale de la Charente. En quelques petites minutes, comment vous avez vécu, vous, justement, ce rôle d'éco-ambassadeur dont Isabelle nous parlera juste après. Mais on est ravis de vous avoir avec nous, donc on veut bien, en quelques minutes, vous entendre sur qu'est-ce que ça change dans votre travail, comment est-ce que vous vivez cette démarche, cette dynamique mise en place, comment est-ce qu'on vous en a parlé au départ. Je vous laisse la parole, Catherine. Au départ, c'est l'association familiale donc, qui m'a proposé de faire une formation à Qualitum. Et j'ai été d'accord de Alors, la Qualitum, faire. redites-nous ce que c'est. Qualitum, c'est le syndicat de gestion des déchets. C'est l'association de traitement des déchets du département de la Charente. De la Charente, voilà, c'est ça. Et donc, nous avons procédé à plusieurs ateliers au sein de Qualitum et qui nous ont permis d'apprendre beaucoup de choses sur le tri des déchets. C'était très instructif, très intéressant. Et j'ai mis certaines choses en place chez mes usagers. Chez mes usagers et également de la famille, chez les amis. J'ai pas hésité à en parler.
Et c'était surtout sur la réduction des emballages, le tri des déchets et l'utilisation des produits d'entretien. Et voilà, qu'est-ce que j'avais noté? On a fait plusieurs ateliers pour voir l'impact des produits, des emballages, surtout les emballages, tout ce qui était perdu en faisant des recettes, ce qui était perdu, ce qui était récupéré. Et on a fait beaucoup de, comment dire, on a fait, on a pesé, Un battle de course, vous voulez dire? ouais, on a fait une oui, une battle de course, c'est vrai. On a fait deux équipes. Une équipe qui est allée dans des magasins bio, des petites boutiques, des trucs comme ça, et une équipe qui allait dans des supermarchés. Et on a fait la différence au niveau emballage, au niveau prix, et finalement, on en est rendu à quasiment, c'était à peu près équivalent. En termes d'emballage? Mais sur le prix. Oui, pas sur les emballages, non. Ah non, sur les prix. Sur les prix. Sur les prix, D'accord. oui. Et on a fait plusieurs ateliers qui étaient très sympathiques. On a fait de la couture, en couture, on a fait des petits pochons pour emmener justement dans les supermarchés ou dans les magasins d'alimentation. Oui, en vrac, ouais, voilà, c'est ça. Et pour éviter de prendre enfin, je sais pas comment vous appelez chez vous, des poches ou des sacs. Chez nous, c'est des poches. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait encore? On a fait de la couture. Vous avez fabriqué des savons, je crois, de la lessive. Oui, on a fait de la lessive, des savons. On a même fait du déodorant. Ouais, c'était vraiment instructif. Maintenant, j'ai plus souvenir de tout ce qu'on a fait parce que ça date un petit peu. Et par rapport à l'exercice de votre métier, qu'est-ce que ça change? Comment vous l'avez vécu au niveau de la valorisation de votre métier ou est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut attirer de nouveaux professionnels? Comment ça a été vécu par vos collègues? On en a parlé en réunion de secteur. Et j'ai eu beaucoup de questions et avec des réponses, bien évidemment. Et puis moi, j'étais très impliquée déjà de toute façon sur le tri des déchets, hein. Moi, ça fait des années que c'est ancré dans ma vie, quoi. Et j'essaye que comment dire, j'essaye que tout le monde soit En phase avec ça, oui. Oui, en phase avec ça, oui, c'est ça. Et vous trouvez de la résistance ou comment c'est ressenti par vos collègues? Ben, les collègues, non, il n'y a pas de résistance. Non, non, il n'y a pas. C'est plutôt au niveau des usagers, ils ont leurs petites habitudes. Et il faut prendre ces produits-là, il faut prendre ces produits-là. Alors on essaye avec parcimonie et pédagogie, ouais, de changer, de leur faire changer leurs habitudes. Donc les collègues, pas de résistance, pas de réticence. Elles ont pris rapidement la démarche que vous avez pu partager avec elles? Après, on a eu des échanges et je sais pas si elles le font régulièrement, hein. Après, c'est à leur propre. Oui, oui, c'est vrai. On a, avec mes collègues, enfin tous les salariés de l'association, nous sommes allés au centre de tri à côté d'Angoulême qui s'appelle Atrion. Et elles sont aperçues, c'est là qu'elles se sont aperçues comment étaient triés tous les
Tous les Tous les déchets. déchets, non, pas pas tous les déchets, tous les, Oui, tous les emballages, en fait. ouais, voilà, les sacs jaunes, comme on appelle. Je ne sais pas si Le vous centre appelez de ça tri. aussi chez vous, le sang, oui, voilà. Ils sont jaunes chez moi aussi. Je Et donc, crois du que coup, c'est quelque part. ça a mobilisé, ça a permis justement que vos collègues, justement, se rendent compte de ce que c'était, quoi. Oui, oui, comme dit Madame Bog, il y avait il y a eu une prise de conscience, ouais. Bah, c'est ce que j'avais demandé. Moi, je trouve ça super intéressant, donc je veux bien. Et du coup, il est déjà 15h02 et on m'a dit 15h pile, donc je ne veux pas abuser de votre présence. Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot, Madame Martin, ou est-ce que là, l'heure appelle et Isabelle va continuer? Ben non, moi j'avoue que je suis très intéressée par cette démarche-là et je vais continuer à faire mon possible pour améliorer les choses. Catherine me disait dans l'oreille que du coup, elle était particulièrement sensible à tes arguments, Clotilde, et que du coup, elle aimerait bien qu'on puisse poursuivre avec d'autres collègues ce qu'on a initié au sein de l'association, en tout cas. Alors, on en reparlera avec plaisir, Catherine. Moi, je suis preneuse de me dire, c'est quoi les arguments qui vous ont le plus marqué? Ce serait important aussi de repérer quels sont les arguments voilà, sur lesquels vous êtes sensibles, sur lesquels on peut embarquer aussi vos collègues. Mais on a besoin de gens comme vous qui sont aussi engagés depuis longtemps et convaincus. Donc, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là pour être disponible avec nous. Et Mais je vous en prie. je vous libère pour que vous puissiez rejoindre effectivement une autre mission. On vous remercie beaucoup en tout cas pour votre Merci présentation. beaucoup. Merci. Bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Isabelle, du coup, Catherine a été très explicite, nous présentant déjà un certain nombre d'actions mises en place au sein de l'association familiale de la Charente, hein. La visite effectivement de ce centre de tri, des ateliers de formation des éco-ambassadrices. Est-ce que peut-être que si on revenait un tout petit peu en arrière, tu nous raconterais comment ça s'est fait en fait? Quel a été finalement le moteur de cette démarche-là? Comment toi, en tant que dirigeante, qu'est-ce qui t'a amené à te dire, OK, bingo, on y va? Donc, juste se dire que on est engagé dans le cadre d'une politique RSE depuis longtemps et plutôt axée sur le social et l'humain. Et donc, en fait, l'action sur la transition écologique renforcée, elle est plutôt le fruit d'une rencontre avec une ancienne salariée à nous qui est devenue chef de projet au sein de la société Qualitum dont on parlait, donc le centre de déchetterie du département, et qui connaissait un peu l'ensemble des actions qu'on avait pu engagé déjà au sein de la structure et qui s'est dit il y a des choses à faire autour du métier d'auxiliaire de vie et par rapport à ce que je connais de la structure et de l'association familiale, on doit pouvoir proposer, en tout cas sensibiliser de façon un peu plus active les auxiliaires de vie à ces enjeux. Donc effectivement, ça s'est fait sur une opération coup de poing, mais vraiment pour une prise de conscience. La totalité de nos auxiliaires de vie ont visité le centre de tri avec vraiment voilà, ça a été assez impressionnant, entre guillemets, sur des gens qui méconnaissaient complètement ce que ça pouvait produire en termes de volume, quel pouvait être le travail des gens qui travaillent à la chaîne sur sa chaîne de tri. Et donc, derrière, sur la base du volontariat, la désignation d'éco-ambassadrices, donc elles étaient 12, avec donc un certain nombre d'ateliers qui étaient proposés par la société Qualitum et qui s'est terminé, comme le disait Catherine, par une battle de course à laquelle du coup il y a deux équipes qui se sont entre guillemets surpassées entre guillemets et on a associé au repas de cette battle qui a été le final de ces ateliers avec le conseil d'administration, toute l'équipe administrative, enfin, et donc il y avait vraiment une démarche très, très partagée au sein de la structure. Toutes les strates étaient impliquées dans ces enjeux d'éco-ambassadrices. Avec le pari de pouvoir essaimer à la fois auprès des collègues et puis auprès des usagers, c'est-à-dire d'avoir vraiment un effet de ruissellement en misant sur l'implication et puis les convictions de ces éco-ambassadrices qui portaient le dispositif. Et comme le disait Catherine, c'est des gens qui avaient déjà cette sensibilité-là et qui avaient envie du coup d'aller plus loin et puis de porter ce message-là auprès de leurs collègues. Donc,
Donc effectivement, cette opération coup de poing, et en termes de, et donc une fois tout ça a été mis en place, est-ce que tu peux nous partager des premiers résultats? Alors, soit des premiers résultats, soit pour toi, c'est quoi que tu attends en fait à la fin, in fine? Quels sont les impacts que vous attendez en fait de toute cette démarche-là, quoi? Ouais. Alors, ce que je disais, c'est qu'en fait, sur ces enjeux de transition écologique et d'éco-citoyenneté, c'est vraiment des petites pierres, des petits cailloux qu'on met les uns à côté des autres. Et donc, cette action, elle s'inscrit dans plein d'autres actions que tu as citées en termes de, voilà, sur des flottes de véhicules hybrides, sur le choix de fournisseurs locaux, sur des enjeux de compostage au niveau de la structure. Enfin, voilà. Donc, l'idée, c'était aussi d'en faire aujourd'hui, d'en faire vraiment un levier d'attractivité. Nous, on voit bien que quand on met cette dimension-là et qu'on insiste sur les actions qu'on anime au sein de la structure, et ben aujourd'hui, il y a vraiment, on voit que cette sensibilité, elle se développe quand même et que ça fait la différence. Et nous, on a vu aussi qu'il y a des salariés vraiment qui ont été sensibles à ce qu'on puisse leur permettre de devenir plus actrices. Alors, je parle d'actrices parce qu'elles sont plutôt des femmes, mais en tout cas, de se dire, la structure dans laquelle je bosse, elle s'engage vraiment de façon concrète sur ces enjeux-là. Et donc, ça a un effet vertueux parce que, voilà, tu le disais tout à l'heure, mais le sentiment d'appartenance, la fidélisation de nos salariés, ça passe aussi par ça. Et donc, nous, aujourd'hui, je pense que, enfin, on le ressent, hein, c'est des choses qui font la différence dans les entretiens de recrutement. Voilà. Alors, quand on présente à la fois ce qu'on fait sur la transition écologique, mais sur la QVCT de manière générale, et ben, ça pèse en tout cas dans le choix des candidats. Mais aujourd'hui, enfin, le pari qu'on avait fait aussi à l'époque et dont on était moins sûr, c'est le fait de se dire que nos usagers allaient peut-être être réfractaires à changer leurs habitudes et à faire évoluer leurs pratiques. Et alors Catherine l'a dit, c'est pas du 100% et les habitudes sont parfois difficiles, mais on a quand même eu des usagers qui étaient contents de pouvoir aussi s'associer à cette démarche en disant on savait pas, nous on parle de transition écologique, c'est hyper anxiogène pour nous, on a l'impression de rien pouvoir faire à notre niveau, on est vieux, ça y est. Et en fait, le fait de nous dire rien qu'en faisant vos courses différemment ou en utilisant d'autres types de produits détergents, vous pouvez contribuer à l'effort collectif, et c'était vachement porteur. Et donc en fait, on s'est dit, c'est aussi une source de meilleure qualité de service à nos usagers. Donc ça, c'était vraiment chouette. Par contre, en termes de résultats et de plus-value, voilà, sur cet effet un peu ça ruisselle et ça diffuse sur un tout et sur des enjeux d'essaimage sur des plus grandes dimensions. Merci beaucoup pour cette présentation à deux voix. On est déçus qu'elle ne soit plus là, mais c'est très intéressant. Oui. Alors, n'hésitez pas dans le chat à marquer vos questions. Je vais donner la parole à Patrick et puis on reviendra sûrement vers toi tout à l'heure, Isabelle, avec l'ARACT et la CARSAT pour interroger justement au travers de cette matrice en fait, comment les choix sont faits. Mais on va écouter Patrick. N'hésitez pas dans le chat à nous marquer vos questions. S'il y a des questions de clarification, des félicitations aussi à attribuer, à affecter, n'hésitez pas à les partager dans le chat. Du coup, je t'invite à fermer ton micro pour qu'on puisse écouter Patrick. Oui. Et donc, Patrick, dis-nous toi. Alors, effectivement, vous avez, il me semble, 60 salariés quand du côté d'Isabelle, peut-être je ne l'ai pas redit tout à l'heure parce que je vais me déposer par rapport à Catherine, il y avait 180 auxiliaires de vie à l'association familiale de la Charente et un service d'aide à la personne et un service famille à l'association familiale de la Charente. Et accès au Gradignan, vous avez deux services, un service jardinage et un service aide à domicile, aide à la personne, et avec 30 auxiliaires de vie, 30 aides ménagères, assistantes ménagères et 8 jardiniers. Et donc, quel a été le moteur? Je crois qu'il y a eu deux gros déclics, je crois que tu me disais. Donc, est-ce que tu peux nous partager justement ces déclics? Oui, alors effectivement, bonjour à tous. L'aventure, elle est un peu plus récente. Hein. La prise de conscience, elle a démarré suite à notre participation il y a quelques années. L'élément vraiment déclencheur, c'était la participation à la suite de l'année après le Covid à la Convention des entreprises pour le climat, où on a vraiment eu ce qu'on appelle, comme disaient les citoyens qui ont participé à la Convention citoyenne pour le climat, on a eu une claque sur l'aspect environnemental qui nous a vraiment donné une ferme intention d'agir et de mobiliser autour de nous. Et en même temps, à la suite du Covid, on a voulu également essayer de voir comment on pouvait transformer travailler autrement, transformer l'organisation, la faire évoluer
pour qu'elle tienne compte aussi des humains. Et on a participé, enfin, moi en tant que dirigeant, j'ai participé à la formation à Kedge du master sur l'innovation des structures et activités innovantes en santé. Et le fait d'avoir ces deux éléments, ces deux moments, ça nous a permis d'écrire vraiment une feuille de route avec une trajectoire de décarbonation, mais aussi une trajectoire d'embarquement des différentes parties prenantes, aussi bien des équipes en interne, des bénéficiaires, des personnes qu'on accompagne, mais aussi c'était un super moyen de se rendre compte qu'on vivait un peu enfermés sur nous-mêmes avant cette période de Covid et qu'on avait vraiment le besoin d'avoir du lien avec les autres structures, les autres partenaires du territoire. Donc, ces deux éléments t'ont amené à dire trajectoire de décarbonation, trajectoire humaine aussi. Qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement en termes d'actions concrètes qui croisent ces deux dimensions, transition écologique et qualité de vie au travail? Alors, un peu comme disait Isabelle, c'est au départ, on s'est concentré sur nos propres activités. On s'est dit, bon, ben voilà, au niveau de l'agence, au niveau des équipes, de nos métiers, quels sont nos impacts, qu'est-ce qu'on fait, sur quoi on peut agir facilement, rapidement, au départ sans mobiliser trop de moyens pour pouvoir avoir le plus d'effets. Et ça paraît peut-être contre-intuitif, mais quand on a fait la convention des citoyennes, des entreprises pour le climat, on s'est rendu compte que vraiment, et tu l'as montré tout à l'heure en début, c'est vraiment sur la partie transport, mobilité, qu'il y a le plus d'impact sur l'environnement. Et avec les équipes, on a transformé donc, en équipe autonome l'activité, toute l'organisation des salariés. Et on les a fait travailler sur la sectorisation. C'était l'idée, au départ, était vraiment d'améliorer la qualité de travail, qu'il y ait plus de cohérence qu'il y ait moins de trajets, qu'il y ait plus de cohérence entre une intervention qui est dans la même commune, deux interventions qui sont dans la même commune, on essaie de les faire avec la même intervenant. Et bon an, mal an, le fait qu'elles soient en équipe et qu'elles en discutent et qu'elles en parlent et qu'on leur donne les moyens d'agir, donne le pouvoir d'agir, eh bien, naturellement, elles sont mises à recentrer toutes les prestations autour d'une même équipe. Et ça a été assez, au bout d'un an, simplement juste un an, c'est là où, juste en donnant les moyens de travail, c'est là où ça nous a vraiment profondément marqué. Le résultat, il a été assez éloquent puisqu'on indemnisait 90 000 km par an selon la convention collective. Et au bout d'un an, on a augmenté le nombre d'heures prestées, évidemment. On est tombé à 60 000 km par an indemnisés. Et sans avoir eu l'impression de fournir beaucoup d'efforts. C'est là où nous, ça nous a vraiment marqué. Et c'est là où on s'est dit, ben voilà, c'est aussi un moyen d'incentive aussi et des équipes, de leur dire, ben voilà, mais travaillez pour que ça se passe mieux pour vous, qu'il y ait moins de charge mentale vis-à-vis du trajet, que vous utilisez moins vos véhicules ou les véhicules de la société selon les situations. Ça permet aussi de se porter quand il y a moins de trajets, mais progressivement, quand les intervenants se rendent compte que finalement, c'est pas très loin et que ça peut peut-être se faire en transport ou à vélo, et bien finalement, ils arrivent plus facilement à franchir le cap d'abandonner la voiture. Parce que quand il s'agit de faire, entre chaque intervention, 20 km, à vélo, c'est pas possible. Quand c'est que 3, 4 ou 5 km, là, la question commence à se poser. Et là, du coup, on les accompagne sur le fait d'avoir les bons éléments de langage pour embarquer les bénéficiaires, les personnes qu'on a accompagnées sur est-ce que je peux me permettre de brancher mon vélo ou mon véhicule ou ma trottinette chez le bénéficiaire. La plupart du temps, ça pose aucun problème. Donc ça, c'était la question de la sectorisation. Je prendrai les questions à la fin, hein, Isabelle, j'ai vu votre main levée. Mais l'idée, c'était effectivement, la sectorisation, ça a été la première des démarches, mais tu es allé plus loin en te disant, à l'échelle de mon environnement, de mon écosystème, de mes bureaux, je vais aller plus loin avec la mise en place de compost et de jardin, si j'ai bien compris. Oui, effectivement, la question, le deuxième sujet qu'on a abordé après le transport, ça a été la gestion des déchets. Ça n'a pas été une mince affaire parce qu'il s'agit de faire comprendre la mécanique, c'est quoi l'intérêt, pourquoi le faire à l'entreprise
de la même manière que vous le faites chez vous. C'était pas forcément si intuitif. On pensait que ça allait être facile, mais finalement, ça demandait beaucoup de pédagogie et on l'a essayé de le faire de manière sympa aussi en mettant en place, en essayant de convaincre au niveau du site où on est en copropriété. Il y a une quinzaine d'entreprises sur le site et on a mis en place des composteurs collectifs. On a travaillé avec les métropoles pour ça, pour aussi venir apporter les composteurs et faire le dialogue. Et on a accompagné ça de mise en place d'un potager partagé où il y a plusieurs bandes de culture. On est en train de réfléchir à la mise en place d'une serre ou avec à chaque fois des moments de discussion avec les salariés du site pour les sensibiliser aussi bien au compostage, au tri et à la culture des légumes, pour leur montrer que c'est pas si compliqué que ça quand c'est bien structuré, bien organisé. Et c'est avec tous les enjeux de recettes, de se réapproprier une partie de l'alimentation, voilà, que ce soit sur site ou chez eux. Donc là, on voit bien les actions que tu as mises en place dans l'atténuation de votre empreinte environnementale. Et quand on préparait, tu m'évoquais aussi des actions sur l'adaptation que vous avez mises en place, impulsées quand même par le département de la Gironde, pour justement, est-ce que tu peux nous partager ces actions que vous avez mises en place, qui visent plutôt à l'adaptation, notamment sur les horaires, sur les interventions pénibles et la manière dont vous le faites, quoi. Et je crois que ça va de pair avec les équipes autonomes que vous avez commencé à mettre en place. Oui, mais effectivement, il y a quelques années, on recevait, enfin depuis longtemps déjà, on reçoit chaque année, chaque fois en début d'été, des courriers du département pour nous signaler que en cas de forte canicule, penser à passer un coup de téléphone, sensibiliser les bénéficiaires et on s'en occupait pas trop de ce courrier à chaque fois. Et là, on s'est dit, en fait, si c'est valable pour les bénéficiaires, c'est aussi valable pour nos salariés, c'est valable pour tout le monde en fait. Et donc là, en équipe, on a commencé à aborder ce sujet-là et on a commencé à réfléchir sur l'organisation du travail, justement, quand il y a des fortes canicules, quand il y a des incendies, tous les événements un peu extrêmes qu'il peut y avoir à certains moments. Et l'idée, ça a été vraiment de faire du partage d'expérience sur ça, de voir comment on peut réadapter les tournées, démarrer plus tôt, arriver à convaincre les bénéficiaires de faire certaines activités plutôt le matin ou de le décaler d'une journée quand il s'agit d'aller faire des courses ou quand il s'agit d'aller faire une promenade ou des certaines sorties. Alors, on sait que tel jour, ça va être compliqué, on va le faire plutôt un autre jour et plutôt le matin ou en fin de journée. Tout ça, c'est fait en bonne intelligence et surtout sur la discussion avec les équipes. Et c'est tellement plus facile à faire quand c'est avec les équipes et que ce sont elles qui décident de comment réorienter toutes ces tournées-là. Je pense que ça a été surtout la question de prévoir du temps à chaque fois dans les agendas des intervenants pour qu'elles osent aborder ces sujets-là et les orienter sur ces sujets-là. Alors dire, voilà, on sait qu'il va y avoir une période, une semaine avec plus de 30 degrés, comment on fait? Quels sont les bénéficiaires qui ont vraiment la nécessité de changer l'horaire, de transformer la façon de travailler. Voilà ce que je pouvais dire. Et du coup, avec justement toute cette démarche de consultation, de travailler avec elles, hein, c'est ce que tu évoques, de discuter en équipe ces sujets-là, c'est quoi les impacts? Alors, sur la sectorisation, tu nous as déjà dit, clairement, on voit les économies réalisées et en fait, tu m'évoquais l'avoir redistribué en augmentant le taux d'indemnisation du kilomètre. Quels sont les autres impacts que tu as identifiés de ces démarches mises en place ou que tu vises par la suite, lesquels sont déjà obtenus, ouais. lesquels sont visés? Je pense que les plus éloquents, nous, ce qu'on a commencé à mesurer de manière plus attentive, c'est vraiment ça reste sur l'attractivité, le turnover et le taux d'absentéisme. Le taux d'absentéisme, il y a toujours, et il y en aura toujours du taux d'absentéisme, mais on a quand même nettement diminué par rapport à avant cette période de transformation et de sensibilisation. Le turnover, on est passé il y a eu une période juste après Covid où on était entre 80 et 100% selon les domaines d'activité. On est passé à entre 4 et 10% par mois selon les mois. Mais ça a été flagrant, cette transformation. On arrive à garder les gens, à faire en sorte qu'ils se sentent bien, qu'ils soient à l'aise.
Je pense qu'Isabelle pourrait en témoigner. Je ne sais pas si elle mesure ces taux-là, mais je pense que c'est un indicateur qui est assez connu et que tout le monde mesure. Et c'est frappant de voir à quel point ça a vraiment un impact. Sur la partie environnementale, je pense qu'on a un peu tout à créer encore. On a et à trouver des outils qui permettent de mesurer facilement. Parce que mesurer les volumes de déchets, on diminue. On sait que on sort moins souvent la poubelle, mais on ne savait pas amuser encore à mesurer combien de sacs de poubelle on sort chaque semaine. Sur le nombre de litres de produits ménagers utilisés aussi. On a complètement arrêté. Ce qui est sûr, c'est qu'on a complètement arrêté sur la partie jardin les produits phytosanitaires. C'est terminé depuis 3 ans. Là. Sur les produits non écolabellisés, il y a encore un peu de marge de progrès à faire. Sur les produits qu'on utilise chez les bénéficiaires, on n'en utilise plus du tout, mais il y a encore des produits qu'on utilise pour les remises en état, pour les gros travaux, vraiment les gros travaux. Mais ça, c'est sûr, voilà, on intervient avec une autre activité aussi, mais il y a encore des produits, des progrès à faire et on est encore en train de chercher des solutions sur ça. Mais je pense qu'on a encore du travail à faire sur la mesure des impacts. Et ça, c'est des outils qui permettent de mesurer facilement, d'avoir de la remontée de data pour venir expliquer à des partenaires comme l'ARAC ou comme la CARSAT, voilà, quels ont été concrètement, de manière chiffrée, les impacts. Et si on arrive à avoir au sein d'un panel de structures assez nombreux, un outil commun qui permet de mesurer tous ces impacts, j'en serais ravi. Et sinon, bien sûr, oui, toutes les activités que tu as énoncées sur alors, on ne fait peut-être pas autant d'ateliers qu'Isabelle, mais les visites de centres de tri, de centres de déchets, ça, c'est très bien. On l'a fait aussi avec à Bègles, Astria, la visite d'Astria, qui est une usine ultra moderne de tri des déchets. C'est assez éloquent aussi la prise de conscience que ça peut amener chez les intervenants. Et après, je voulais aussi jeter un dernier petit mot peut-être sur les travaux qu'on a été amenés à faire au sein de la Fédération des entreprises de services à la personne, où on a créé, à la suite de la Convention d'entreprise pour le climat, une commission de transition écologique au niveau de la filière, avec la création de fiches actions où on a pris pour chaque métier, que ce soit le portage de repas, une prestation d'auxiliaire de vie, une prestation de ménage, une prestation de jardin. On a détaillé quels étaient tous les impacts sur 8 domaines. Ça va sur de la partie déplacement, de la partie alimentation, production de déchets, consommation de ressources, pollution, etc. Le numérique. Et on a détaillé en équivalent carbone tout ce que ça représentait, 1 heure ou 2 heures de prestation de ce type de prestation. Et l'idée, après, c'était d'un côté, il y avait ce côté impact, du côté de la fiche, et de l'autre côté, toute la partie piste d'action. Qu'est-ce qu'on peut faire de manière très simple, très pragmatique dans nos activités, dans nos entreprises? Il y a une foultitude de choses qui peuvent être faites de manière très simple et efficace, hein, et efficiente. Maintenant, c'est par quoi on commence, comment on sensibilise les gens, comment on embarque les personnes. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui peut être intéressant aussi dans le cadre d'un programme où on met en plus plusieurs acteurs et on les accompagne pour passer concrètement à l'action. Merci beaucoup pour ton retour très clair. Effectivement, je vous recommande ces fiches faites par la FEDESAP. Moi, je les ai longtemps accrochées à côté de la photocopieuse. Donc, on vous mettra le lien aussi parce que c'est instructif. Ça a le mérite d'exister et on partagera toutes les bonnes initiatives que vous avez mises en place pour justement informer, mesurer, informer. Donc, merci beaucoup, Patrick, pour ces éléments-là. Alors, on avait plusieurs questions dans le chat. Je vais commencer dans l'ordre. Isabelle, vous aviez une question. Je vous laisse la dire, c'est encore mieux quand c'est vous qui la dites, même si je l'ai bien noté. Oui, donc du coup, j'ai bien entendu que tu avais mis en place, enfin, tu avais essayé de convaincre tes salariés de pouvoir se déplacer à vélo. Moi, je voulais savoir comment tu as fait pour les convaincre, parce que nous, ici, on a essayé,
mais ça n'a pas marché du tout. Bien sûr, sur des zones plus restreintes, puisque nous, on est en milieu rural, donc effectivement, c'est très éparpillé. Donc, le vélo, c'est vraiment sur Périgueux, en fait, hein. Mais donc, du coup, comment tu as fait pour les convaincre? Parce que nous, on a eu 2 expériences et 2 expériences très malheureuses. Donc, du coup, je voudrais savoir comment tu as fait. Alors, en fait, et tu as raison de poser cette question parce que c'est pas aussi intuitif que ça peut paraître. Nous, on a commencé et on a fait exactement la même chose que pour la voiture électrique. Quand on a commencé à parler de voiture électrique, il y a eu des levées de rideau, je m'y attendais pas du tout. Des gens qui disaient, ah oui, mais non, mais ça va tomber en panne, et puis j'ai pas de quoi me brancher, je sais pas comment ça va marcher. Et bien, du coup, on a acheté une voiture électrique et on l'a prêtée, on l'a mis à disposition. Et on a fait D'accord. pareil pour le vélo. On a commencé par dire, ben, on prêchait la bonne parole en disant, ben, l'essayer, c'est l'adopter. Euh, Essayez-le, prenez-le. Ah, vous êtes en panne de voiture, mais pas de problème, on a un vélo électrique. Là, on a regardé que de tel endroit à tel endroit, vous pouvez l'utiliser sur cette journée. Alors, pas sur toutes les journées, mais sur certaines tournées, vous pouvez arriver très bien à gérer avec le vélo. Essayez, de toute façon, on vous paiera les temps de déplacement entre chaque, il n'y a pas de problème. C'est là où c'est tout notre enjeu de pouvoir arriver à faire en sorte que les gens ne soient pas trop loin, parce que s'il faut payer 1 heure de vélo à chaque fois, ben, on ne va pas s'y retrouver, hein. Mais arriver à faire en sorte que ce soit le plus proche possible et essayez, et vous verrez. Il y a tout l'équipement qui va bien, le casque, le matériel de sécurité, les lumières, les freins, tout est vérifié, contrôlé. Et les gens ne s'imaginent pas à quel point c'est agréable et confortable d'avoir ce type de mobilité, quoi. C'est pas D'accord. adapté partout. En mode rural, je pense que Non. effectivement, je pense que dès qu'il y a plus de 10 km, Non. c'est Après, nous, compliqué. c'était vraiment sur la ville de Périgueux. Donc, on n'a pas fait, bien sûr, on leur faisait pas faire 10 kilomètres à vélo, hein. Mais sauf que nous, la ville de Périgueux, ça monte, ça descend. Alors, certes, c'était un vélo électrique, mais ça n'a pas marché quand même parce que, voilà, il fallait les recharger, etc. Puis là aussi, on leur faisait utiliser, enfin, nous, comme on n'en a pas, on avait opté pour justement passer par les vélos électriques de la ville. Sauf qu'il y a une liste d'attente maintenant qui est considérable. Donc, du coup, bah, justement, se poser la question, est-ce que ça serait pas bien d'acquérir un vélo électrique? Mhm. Mais pour le coup, voilà, comment convaincre de le prendre, ce vélo? Parce qu'on veut bien investir, mais à condition que le vélo soit utilisé, sinon ça Bon, vaut mais pas le quand la voiture est en panne, et Patrick nous dit quand la voiture est en panne, ça peut être un bon moyen déjà. coup. Ouais, c'est Et ça, mais après, après, il y a de la voilà. sensibilisation. Ouais. Effectivement, dans les équipes, alors, nous, on finance pour chaque équipe, une fois par an, c'est des équipes de 5 à 8 intervenants. Et on leur finance une fois par an je peux dire un petit séminaire, mais un petit moment de convivialité entre eux. Voilà, c'est des petits budgets, hein, mais on leur fait à peu près 500 € par équipe. On leur dit, vous faites ce que vous voulez. Ça peut être 2 jours à la plage, ça peut être je ne sais quoi. Et on essaye de les inciter à prendre de la mobilité douce sur ça. Ils se déplacent D'accord, en train. C'est hors de question qu'elles se déplacent à 5 ou à 8 en voiture avec 8 voitures, quoi. C'est d'accord. c'est en train, vélo, le plus de mobilité. Et s'entraîner à essayer de trouver différemment, à fonctionner différemment. Mm. Voilà, on leur fait un genre de cahier des charges de leur petit séminaire, le budget, etc. Et elles sont libres de gérer ça. D'accord. On leur fixe Ok. le cadre de ça. Et c'est des moyens je trouve, de dédiaboliser certains modes de transport. Parce que effectivement, pendant longtemps, on a poussé, ben, avoir la voiture, c'est le Graal, c'est génial d'avoir une voiture, c'est un symbole d'évolution sociale. Et aujourd'hui, on leur dit, ben non, ben, venez à vélo. Alors, je continue Juste, parce que j'ai plusieurs questions qui te concernent, mais Fanny, oui, Fanny, vas-y, je t'en prie. Merci, Patrick. Oui. Non, je voulais juste réagir du coup par rapport à la question et à ce que vous avez évoqué dans le fait que ça pouvait être compliqué, l'utilisation des vélos électriques. Notamment, vous avez dit il fallait recharger. Et effectivement, cette question de la recharge, ça peut être une vraie question et un vrai frein quand on veut passer à l'utilisation du vélo électrique, parce que le fait de recharger, c'est du temps. Et du coup, ça pose la question, le temps, est-ce qu'il est inclus dans dans la prestation par rapport du coup à l'enchaînement de mes différentes prestations.
Et aussi, ça pose la question de où je recharge, est-ce que j'ai bien identifié les points, enfin, est-ce que je peux recharger chez le bénéficiaire ou est-ce qu'il y a des points de recharge? Donc, ça, c'est des vraies questions, effectivement, qui vont toucher à l'organisation du travail. Et comment est-ce que, du coup, au-delà de se dire c'est bien, enfin, de l'utilisation même du vélo électrique, mais c'est comment est-ce que cette utilisation, elle s'intègre dans une organisation du travail. Et c'est ça qui va être aussi important à questionner et à mettre aussi en débat. Voilà. Merci Fanny, merci beaucoup pour ces questions-là. Alors effectivement, en plus, ça rejoint une question de Corinne Patinec qui pose la question sur la différence entre le nombre de kilomètres et coût entre les structures avec flotte de véhicules ou salariés avec leur propre véhicule. En fait, toutes ces questions autour de la mobilité, ce sera notamment abordé la semaine prochaine avec ADN 87. On préparait l'entretien ce matin au téléphone et ce sont des questions qui sont abordées, la question de la recharge avec différentes possibilités, mais c'est à prendre en considération de comment est-ce que c'est anticipé. Patrick, tu disais c'est un vélo qui est prêté, donc j'imagine qu'il y a la recherche qui est faite aussi au niveau des bureaux, mais comment est-ce que vous le questionnez, comment est-ce que c'est mis sur la table avec cette question justement du dialogue, de l'échange et de trouver les solutions les meilleures pour respecter tout le monde, quoi. Oui, sur la question de la recharge, ça a été abordé en équipe et ce que je disais tout à l'heure, c'est de leur donner des éléments de langage pour faire en sorte que ça se passe bien avec les bénéficiaires. Des fois, elles vont arriver, elles vont être à l'aise pour l'annoncer, le demander directement aux bénéficiaires. Des fois, elles ne le sont pas. Et alors, à ce moment-là, ben, on peut appeler nous, on peut le faire avec elles pour qu'elles soient plus à l'aise sur les autres bénéficiaires. Mais pour l'instant, on n'a quasiment eu aucun retour négatif sur ça, sur le fait de gérer, de brancher chez les bénéficiaires, à part quand c'est en appartement ou quand c'est à l'étage, mais on n'a jamais eu de difficulté par rapport à ça. Je parle des vélos ou des trottinettes électriques. Euh, mais les voitures, c'est moins problématique. Elles arrivent sans problème à faire 2 jours avec les véhicules électriques et là, elles rechargent à l'agence. Mais, mais sur les vélos, les trottinettes, on n'a jamais été embêté sur ce sujet-là. Souvent, on se pose des questions et c'est bien. Le doute est intéressant, mais finalement, c'est des leviers qui sont très faciles à lever. Voilà. Cet aspect de recharge, ça n'a pas été une grosse difficulté. Merci beaucoup pour ce retour-là. On avait une autre question de Charline Cerdo plutôt sur cette question de la sectorisation et des équipes autonomes. Alors peut-être on va rappeler, tu avais 30 auxiliaires de vie et 30 assistantes ménagères. Est-ce que les deux sont en équipe autonome, le côté ménage et le côté auxiliaire de vie? Et puis comment tu l'as mis en place, le périmètre d'intervention? Alors c'est peut-être si tu peux aborder cette réponse rapidement. Et puis après, je laisserai la parole à l'ARACT et la CARSAT pour revoir la question de vos initiatives au travers de cette matrice. Donc, mais est-ce que tu peux nous répondre déjà à la question de Charline Cerdo? Oui, alors les sujets de transition écologique comme des sujets de transformation en équipe autonome, c'est des sujets qui chez nous ont mis un peu de temps à germer, mais ça a été la convention d'entreprise pour le climat, le master, c'était 1 an. On a enchaîné avec 1 an d'accompagnement avec le collectif Luma d'abord pour la transformation en équipe autonome. Et on continue à se former régulièrement sur ces sujets de transition écologique et également d'évolution en équipe autonome parce que ça évolue tout le temps, ça bouge tout le temps et il faut toujours réactualiser certaines choses, relancer quelque chose à la machine. On est dans de la formation permanente, on est dans de la... Il s'agit pas, c'est pas juste un one shot. Voilà, j'ai mis en place les équipes autonomes, j'ai mis en place une transition écologique et après terminé. Après c'est quelque chose qu'il faut alimenter de manière régulière avec de la formation, des ateliers comme fait Isabelle, voilà, pour innover en permanence et c'est ça qui est génial. Mais en même temps, c'est d'arriver à créer un cadre qui permet de faire en sorte qu'il y ait une émulation qui naisse dans l'entreprise et que ça se régénère automatiquement, quoi. Alors, sur cette équipe autonome, mais Isabelle, j'ai vu que tu avais mis ton micro. Tu voulais peut-être compléter aussi et tu es la bienvenue pour compléter. Non, mais je suis complètement d'accord. Et la transformation amène la transformation. C'est-à-dire qu'en fait, on grandit collectivement et on s'alimente, enfin, les équipes alimentent aussi la transformation. Donc, c'est un perpétuel mouvement et c'est ce que j'ai assez génial parce que c'est quelque chose de profond et voilà, qui fait évoluer la culture même de l'association et de l'entreprise. Donc c'est des mouvements de fond, entre guillemets.
Donc, en fait, il n'y a pas de réponse complète aux questions. Finalement, en fait, il n'y a Non, pas de… enfin, juste peut-être dire qu'il faut que ça soit porté par l'ensemblier, c'est-à-dire que la direction, que la gouvernance soit convaincue et surtout d'être accompagnée, il me semble, d'avoir un regard extérieur et de pouvoir avoir des temps où on prend un peu de recul sur ses pratiques professionnelles, voilà, c'est un gros bouleversement et l'encadrement intermédiaire est particulièrement touché sur ces transformations. Donc, il faut bien préparer le terrain quand même. C'est absolument pas neutre de changer de posture et du coup de laisser le collectif décider, quoi, d'arriver à lâcher prise. Pour nous, il y a eu 3 éléments qui continuent et qui ont été fondateurs et qui continuent de structurer cette démarche-là. C'est la réflexion et tout le travail qui a mené à la création de la raison d'être de l'entreprise, de la structure. Toute la réflexion sur le cadre qui permet de faire en sorte que ce ne soit pas l'anarchie. C'est autonomie, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Il y a un cadre qui permet de fixer clairement les règles et les limites du terrain de jeu. Et puis après, les valeurs et quelles sont les valeurs qu'on porte au niveau de l'entreprise, au niveau de chaque équipe et au niveau individuel, chaque personne. Chaque personne a ses propres valeurs, mais il ne faut pas qu'elles soient contraires à celles de l'équipe et à celles de l'entreprise. C'est un peu comme les poupées russes. On incite aussi les gens à acquérir du langage pour nommer leur propre raison d'être personnelle, à créer leur raison d'être d'équipe qui viennent se greffer à la raison d'être de l'entreprise ou de l'organisation. Merci beaucoup pour vos compléments et vos réponses aux questions, Fanny et Sandrine et Virginie. Je vous laisse reprendre peut-être la main justement dans ce que vous avez pu entendre, comment vous voyez les curseurs mis sur cette matrice. Donc voilà, je vous laisse reprendre la main. Alors, est-ce que qui c'est qui reprend la main? Je ne sais pas tant si c'est un niveau de curseur qu'il faut mettre en évidence ou plutôt faire ressortir en fait tous les ingrédients que ces deux structures, merci Madame Bob, merci Monsieur Janin, ont mis en place au sein de leur structure pour venir irradier l'ensemble des éléments de la matrice. Si on reprend par exemple l'exemple du transport et de la mobilité par rapport aux différents éléments là de la matrice, donc sur l'aspect écologique, on pourrait dire tiens, concrètement, on a diminué nos parcours et l'usage des véhicules. En même temps, ça vient résonner sur la qualité de service parce que on a augmenté nos temps d'accompagnement, nos temps de présence chez les usagers. Ensuite, si on remonte, pardon, tu peux remettre, s'il te plaît, Clotilde, d'un point de vue aussi économique, du coup, on a réduit nos coûts de déplacement et sur la QVCT, on a embarqué donc des équipes. Pour moi, il y a eu des mots-clés, le test, tester systématiquement, mettre à disposition et redonner du pouvoir d'agir et de décider sur le terrain, repartir de situations concrètes du quotidien des professionnels sur le terrain. Donc, on voit un petit peu comment ça peut irradier sur toutes les dimensions et notamment, par exemple, si on en vient sur la carto, là, ou l'icône QVCT, on voit bien que ça va venir impacter et jouer sur le dialogue professionnel, y compris le dialogue social, dès lors qu'il est structuré sur le projet d'entreprise, sur l'ensemble de l'organisation du travail, parce qu'on va travailler différemment et on va tester à chaque fois les choses. C'est aussi l'occasion de pouvoir valoriser non seulement et enrichir les tâches professionnelle. Là, je pensais au témoignage de Catherine. J'ai pas retenu le Martin. Voilà, qui parlait de vraiment
comment dirais-je, son intérêt. Donc, c'est un levier de motivation. J'ai un intérêt personnel, mais du coup, ça fait sens dans mon activité professionnelle. Hein. Donc, ça aussi, c'est l'ensemble de la structure qui va en profiter. On parlait de challenge d'équipe et vous évoquiez aussi le fait de dire on n'a pas d'action extraordinaire, mais vous avez des actions qu'on pourrait dire ordinaires, mais qui sont accessibles et qui ont donné du sens à l'ensemble, en tous les cas, de l'activité. Et ce challenge d'équipe, moi, derrière, j'y ai vu, ah tiens, ça a donné de la cohésion aussi d'équipe. Vous avez organisé aussi des espaces de temps et d'échange qui sont privilégiés sur c'est quoi notre travail, comment on peut le transformer pour avoir aussi un impact positif sur l'ensemble des dimensions et travailler aussi notre attractivité parce que finalement, vous fédérez aussi autour d'un projet commun. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si les collègues veulent compléter ou si c'est clair, en tous les cas, de voir à un moment qu'une action, comment elle peut venir résonner sur toutes les autres dimensions. Et comme évoquait Fanny, avec un double prisme, c'est-à-dire qu'on part du terrain, d'une situation de terrain, quel impact a priori en termes d'opportunités, qu'est-ce qu'on va y gagner? Qu'est-ce qu'on va y gagner en termes de qualité de service, d'écologie, d'économie, de QVCT? Et aussi, qu'est-ce qu'on peut y perdre? Sur quoi il faut qu'on soit vigilant? Donc, voilà, Fanny l'évoquait tout à l'heure sur la question, par exemple, comment je recharge aussi si j'ai un nouvel outil à disposition pour me déplacer, comment je le recharge et comment ça vient questionner l'organisation? Si vous voulez compléter les collègues ou si vous avez des questions, je ne sais pas si j'ai été suffisamment exhaustive ou claire, mais en tous les cas, voilà, il y aurait plein de choses à mailler. Mais si je peux compléter, ouais, parce que en fait, là, ce qu'on mesure et ça devient de plus en plus prégnant, c'est que en fait, les enjeux, ils sont devant nous. Là, on est déjà en train d'engager des choses, mais les transformations, en fait, toutes les conséquences du dérèglement climatique et de la transition écologique, on en subit là une part, aujourd'hui des petits effets par rapport aux grands qui nous attendent. Et moi, je trouve, plus on anticipe sur la préparation de nos équipes, de nos organisations à ça, et plus on leur donne la main, effectivement, pour trouver ensemble les solutions, et plus on sera proactif sur ces enjeux-là. Donc, et là, on voit bien que ce travail, quand on donne du temps ensemble de réflexion, en tout cas sur ces questions-là, le groupe, il est force de proposition. Et donc, voilà, et les gens s'emparent du sujet. Donc, c'est moteur pour l'ensemble de l'organisation, en fait. Oui, c'est sûr que c'est des questions qu'on peut, sur lesquelles on ne peut pas faire sans l'ensemble des acteurs du travail. Et ça ne pourra jamais être, donner la bonne parole qui vient du haut et dire il faut faire comme ça et c'est pas autrement. Ça fonctionne pas en tout cas. Donc, Sandrine, j'ai vu que tu avais mis ton micro puis tu l'as réenlevé. Peut-être que tu veux compléter. Oui, c'est vrai qu'on parle effectivement de beaucoup d'opportunités, mais j'aimerais aussi vous entendre sur la question effectivement de comment vous avez évalué un petit peu les risques qu'il pouvait y avoir de prendre ces décisions-là et comment vous avez levé finalement, comment vous les avez surmonté. C'est aussi intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question de est-ce que j'y vais pas et c'est quoi les risques finalement de ça et comment vous avez réussi à les lever, trouver les ressources. Ouais. Je vous laisse après peut-être répondre. Alors, moi, le risque, il était de créer une dynamique, en tout cas d'initier quelque chose et de ne pas pouvoir aller au bout, en tout cas sur le plan financier, parce que c'est quand même des moyens. C'est nous ce qu'on appelle assez péjorativement des heures improductives, parce que les gens, quand ils se rendent compte, ils ne sont pas en intervention. Donc, du coup, on a été chercher du mécénat, mais le mécénat, c'est one shot. Donc, du coup, inscrire ces actions dans la durée et faire que ça puisse
être quelque chose de récurrent. Et moi, je me disais, on va générer beaucoup de frustration. On va engager des réflexions, une émulation de l'intelligence collective. Et puis derrière, le risque, c'était de ne pas pouvoir poursuivre ce travail dans la durée. Donc moi, cette interrogation, je l'ai toujours parce qu'aujourd'hui, sur l'aspect transition écologique pure et sur ces ateliers notamment et sur pour pouvoir continuer à la hauteur de ce qu'on a fait, aujourd'hui, je manque de moyens. Alors, le travail en équipe autonome nous permet quand même d'avoir des temps collectifs et donc on aborde ces enjeux de transition écologique au sein de nos réunions de secteur, mais bon, voilà. Mais pour moi, c'est pas suffisant et aujourd'hui, il y a vraiment des gens qui ont envie qu'on aille plus loin donc le risque pour moi, il était là, de générer de la frustration et puis de vendre un peu du rêve sur le dire on va faire de l'écologie, puis derrière de faire un gros pchit. Et puis de se dire on fait de la com et puis en fait on va pas plus loin. Merci Isabelle. Patrick, est-ce que tu veux compléter toi sur les risques, les freins que tu identifies? Oui, je suis un peu dans la même dynamique qu'Isabelle. Effectivement, c'est le premier risque, c'est économique, hein, c'est de ne pas non plus fragiliser la structure en passant beaucoup de temps en atelier. Il faut qu'il y ait entre guillemets, un retour bénéfique sur la structure, que ce soit sur de la valorisation des métiers, que ce soit sur de l'attractivité, que ce soit sur, on l'a vu dans certaines occasions, mais c'est pas toujours évident d'en trouver, hein, sur la sectorisation, il y a un peu de retour économique aussi, mais ça reste à la marge, ça permet plutôt de venir améliorer les conditions, de valoriser les taux de kilomètres. Et effectivement, on reste sur des temps assez courts finalement de sensibilisation. Donc nous, on a vraiment privilégié, en termes d'adaptation, on s'est dit, on va privilégier des temps courts mais réguliers. C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience que les équipes autonomes, elles se réunissent 2 fois par mois pendant 1h30 et elles n'ont pas que la partie écologie à traiter. C'est-à-dire qu'elles ont toutes un rôle dans les équipes. Il y a quelques rôles qui sont importants, qui sont indispensables au fonctionnement de l'équipe. Et dans chaque équipe, on a un rôle transition écologique. Et ce rôle-là, elles ont 5-10 minutes pour en parler en équipe. C'est très court. Et elles ont un peu de temps après en dehors elles ont du temps qui est payé aussi en dehors pour pouvoir assumer ce rôle-là. Mais ça reste très court. Donc il faut que ce soit des actions rapides, faciles à mettre en place. Avec très peu de budget, puisqu'il n'y a pas beaucoup de budget, mais on arrive à être assez agile, je trouve, malgré tout avec ça. Mais bien sûr, on pourrait faire plein d'autres choses s'il y avait... mais il faut que ce soit coordonné, il faut qu'on puisse mesurer. C'est pour ça que je disais, le fait de la mesure d'impact, de pouvoir dire, OK, c'est bien beau d'avoir des financements, c'est bien beau d'avoir des fonds pour faire des choses, mais il faut que ce soit structuré et répondre à des appels d'offres, répondre à des appels à projets, c'est toujours contraignant, c'est toujours ça. Il y a beaucoup de gens qui sont réticents par rapport à ça. On est dans des métiers qui sont très chronophages sur un certain nombre de sujets, donc on a besoin d'avoir des choses qui soient faciles et le plus efficient possible. C'est toujours de dire facile à mettre en place, rapide, avec le maximum d'impact. Pas ambitieux du tout. Mais merci de ce partage, c'est extrêmement précieux effectivement d'entendre effectivement que c'est du temps. C'est comme tout le temps dans ces métiers-là, il y a ce temps en fait justement de rencontres, d'échanges. L'intelligence collective, ça doit être financé aussi pour pouvoir justement être maintenu, mis en place et en même temps ça participe aussi de la valorisation du ressourcement professionnel aussi et de la qualité donc de service qui est apporté à domicile. Donc, merci beaucoup pour ces témoignages. Est-ce qu'il y a quelques questions? Je n'en ai pas vu d'autres dans le chat. Est-ce que je me trompe? Merci en tout cas, Patrick. J'ai vu que tu avais pu compléter la question et répondre à la question de Charline Sardot. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? N'hésitez pas à en poser. De toute façon, moi, c'est la question que j'ai envie de vous poser après tout ce que vous avez entendu. Attendez, j'y vais. Tchac.
Ah ouais, de toute façon, il suffit que je fasse comme ça, ce sera encore plus simple si vous retournez avec vos post-it. On voit bien, hein, après, ça a continué de marquer, mais 17 sur 24, vous avez mis la question de l'attractivité comme votre première préoccupation, mais le changement climatique arrive en deuxième. Donc, ce projet, voilà, ça le légitime aussi avec cette question économique. Donc, la question que vous avez évoquée, hein, et les différents points que vous évoquez me paraît très juste. La question maintenant, si jamais j'arrive à y aller, hop, c'est de tout ce que vous avez entendu. Donc, effectivement, nous, peut-être juste pour vous partager, le prochain webinaire, ce sera des exemples de pratiques très spécifiques sur les produits éco-responsables, sur la mobilité, sur la gestion des déchets, sur la sensibilisation du personnel. Donc, ça va être ce sujet-là qui va être évoqué. Et puis, le troisième webinaire où on fera un retour d'expérience sur l'accompagnement par l'accélérateur des possibles mis en place par l'ARACT pour avoir un retour d'une structure. Qu'est-ce que ça a apporté finalement d'être accompagné sur un temps assez long quand même. Qu'est-ce que ça apporte finalement ces démarches? Et puis de vous présenter plus en détail le projet et l'appel à candidature. J'ai bien noté, Patrick, qu'il fallait que l'appel à candidature soit simple et facilement accessible. Je l'ai bien entendu. On va faire au mieux pour vous le proposer d'ici le 15 juillet. Mais donc là, voilà, pour préparer le prochain webinaire, c'est quoi les questions qui vous restent encore? Qu'est-ce que vous retenez? J'ai envie de dire dans ce que Patrick et Isabelle vous ont partagé, dans ce que Catherine Martin aussi vous a relaté. Voilà, qu'est-ce que vous retenez? Quelles questions vous avez encore? N'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous attendez peut-être dans le format aussi, voilà, ce qui serait le plus aidant pour vous en termes de format, donc ce que vous avez aimé, pas aimé. Merci Stéphanie. Alors, il y avait effectivement, tu n'as pas le QR code, mais peut-être, mais du coup, je vous remets le QR code si besoin. Comment je fais pour y avoir accès? C'est par là. Hop, je vais retrouver le QR code, mais c'est très bien aussi de mettre dans le chat, ça me va très bien aussi. Hop, c'était là le QR code. Pour ceux qui n'ont pas le QR code, le voici. Merci, merci Stéphanie en tout cas. Et donc sur la question de la mobilité, justement, Stéphanie Aurin vous parlera la semaine prochaine de l'impact justement de la flotte de véhicules, justement en termes d'attractivité des métiers, mais aussi finalement en termes d'empreinte carbone. Donc merci de répondre non pas à cette question-là, là vous avez le QR code, mais de répondre à cette question. Voilà, merci, merci pour ces retours-là. Donc, 2 personnes, les actions concrètes mises en place, la sectorisation, les ambassadeurs éco-gestes, l'importance et l'enjeu du changement climatique dans l'aide à la personne. Voilà, merci de partager au mieux. Donc, vous voyez, on essaie de faire un peu d'interactif. Même si vous étiez 35 tout à l'heure, il faut essayer de faire cette dynamique un peu interactive. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous partager ce que vous avez ressenti, ce qui vous a interpellé. Cette enquête, on va pendant l'été essayer de la mettre en forme pour pouvoir aussi la diffuser. Diffuser ces pratiques inspirantes que vous avez développées les uns les autres. Donc, on compte sur vous aussi pour nous faire remonter les besoins, les envies, vos demandes, pour que ce projet-là soit le plus aidant possible par rapport aux réalités du secteur. Et puis ceux qui veulent prendre la parole ou apporter un complément, n'hésitez pas. Sinon, voilà, on essaie de tenir les délais. Vous avez vu, c'est quelque chose d'important pour nous. Donc, même si des fois on parle vite, je m'en excuse. En tout cas, l'enjeu, c'est de vous laisser à l'heure. Donc, je vous laisse continuer à compléter. Et pour ceux qui doivent partir, je vous souhaiterai une bonne après-midi. Mais valorisation des équipes, effectivement, ce qui ressort, c'est aussi en quoi la transition écologique est un enjeu de valorisation des équipes, de motivation et de fédération d'équipes, avec aussi des enjeux économiques derrière, effectivement, qui nous demandent du temps. Il n'y a plus qu'à, effectivement, c'est des actions qu'il faut mettre en place. Donc, super, si ça a été concret et accessible, bravo Patrick et Isabelle et Catherine pour l'accessibilité de vos retours d'expérience. La nécessité d'avoir un outil simple de mesure d'impact, un arbre aux actions qui donne le lien vers toutes les pratiques inspirantes et les contacts de structures qui peuvent soutenir et accompagner nos structures. Merci pour cette proposition. On va essayer d'y réfléchir autour de ce projet. Voilà, on va essayer de faire un kit d'essaimage à la fin de ce projet-là. Donc, on relatera toutes les pratiques inspirantes qu'on a pu identifier. L'outil simple de mesure d'impact, on l'a noté, Patrick l'a évoqué, on va voir comment on peut faire. La prise de conscience des établissements et fédérations sur l'importance du sujet et des moyens d'action. Je ne l'ai pas dit, mais dans notre comité de pilotage, on a des fédérations nationales qui sont présentes, des OPCO qui sont présents et qui suivent ce projet de près, l'ARS qui est associée aussi dans le comité de pilotage, la région évidemment, les départements sont nombreux à être présents aussi. Et donc, on voit bien que c'est un sujet en tout cas qui est important aussi. Donc merci. Et effectivement, il y a un enjeu d'adaptation dans vos organisations. Ces changements climatiques, ils commencent à survenir. Je pense qu'aujourd'hui, la période commence avec la canicule. On va avoir une grosse semaine. Et donc, comment est-ce qu'on l'anticipe dès maintenant pour être plus résilient? L'enjeu, c'est vraiment la résilience de vos structures.
Oui, la force de proposition de chacun qui permet de mettre en place des actions et des outils. Et donc, il faut du temps, c'est vrai. Mais en fait, l'intelligence, elle viendra. Et je me souviens, dans notre échange, Patrick disait, il ne faut pas de l'efficacité, c'est-à-dire que ce soit le bureau qui réfléchisse pour le terrain et qui soit plus rapide, mais c'est bien de l'efficience finalement, en fait. Et que quand on prend le temps et qu'on laisse aux auxiliaires de vie de trouver les réponses, en fait, les réponses, voilà, vont être beaucoup plus ancrées et appropriées par les salariés. Je vous laisse continuer d'écrire pour ceux qui le souhaitent. On prendra le temps de le lire. Mais merci Sandrine, Fanny, Virginie pour cette co-animation. Merci à Isabelle, Patrick et Catherine Martin de vos témoignages très riches. On espère vous retrouver tous et plus nombreux encore la semaine prochaine. Il y aura un replay qui sera disponible et donc vous pourrez aussi retrouver ces 3 webinaires en replay. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle suite d'après-midi.